Abandonnée par mon mari sur l'autoroute alors que j'étais sur le point d'accoucher, pour qu'il puisse assister à l'anniversaire de sa maîtresse. J'ai survécu et je suis revenue pour prendre le contrôle de sa famille et me venger. Sors de la voiture tout de suite et arrête d'utiliser mon fils pour gâcher l'anniversaire de Sienne, hurla Julien Dubois, freinant brusquement sur le bas-côté d'une autoroute quasi déserte à 50 mètres de Chicago. Chloé Mercier se figea, une main agrippant la ceinture de sécurité, l'autre protégeant son ventre, où une contraction venait de la transpercer comme un couteau. La pluie commença à fouetter le pare-brise. Les phares des véhicules qui passaient filaient à toute vitesse, et l'écran du téléphone de Julien ne cessait de s'illuminer avec le nom de sa maîtresse. Il ne remarqua pas la pâleur de sa femme ni la sueur froide qui perlait sur son front. Il ne voyait que l'heure, la distance jusqu'à la station où se tenait la fête, et le message insistant qu'il venait de recevoir, « Si tu es en retard, tu ne me trouveras pas ici. » Chloé avait commencé à se sentir mal 20 minutes plus tôt, juste après que la voiture ait laissé derrière elle les dernières banlieues éclairées de Chicago. Au début, elle pensa que c'était un inconfort normal du dernier mois de grossesse. Le docteur Marc Tremblay avait expliqué que le corps pouvait se préparer pendant des jours avant le travail et que certaines contractions étaient irrégulières. Cette pression, cependant, ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait connu auparavant. Cela commençait dans son dos, s'enroulait autour de son abdomen et la laissait essouffler. Chloé demanda à Julien de ralentir et de se diriger vers l'hôpital le plus proche. Il rétorqua qu'ils étaient à moins d'1 heure de la station et qu'ils pourraient trouver un médecin après. Elle essaya d'expliquer que le bébé n'avait que 34 semaines et que toute naissance à ce stade pouvait être dangereuse. Julien garda les yeux sur la route. « Il y a toujours une urgence quand j'ai quelque chose d'important, marmonna-t-il. Je ne me laisserai plus prendre au même jeu. » La remarque ne surprit pas entièrement Chloé, mais elle la blessa. Ces derniers mois, Julien avait transformé chaque besoin médical en une accusation de manipulation. Si elle lui demandait de l'accompagner à une échographie, il prétendait avoir des réunions. Si elle se sentait étourdie lors d'un dîner de famille, il affirmait qu'elle cherchait de l'attention. Éléonore Dubois, la mère de Julien, n'aidait pas. Elle insistait sur le fait que les femmes de sa génération travaillaient jusqu'à leurs derniers jours et que Chloé exagère parce qu'elle n'avait pas grandi dans les cercles privilégiés de la famille. Seul Élie, le grand-père de Julien, s'enquérait régulièrement de la grossesse, bien que son intérêt fût principalement axé sur le garçon qu'il considérait comme le futur héritier de la famille. Chloé acceptait la froideur parce qu'elle voulait que son fils naisse dans la stabilité. Elle croyait encore que Julien pourrait changer une fois qu'il tiendrait le bébé dans ses bras. Cette nuit-là, cependant, elle commençait à comprendre qu'elle avait confondu l'endurance avec l'espoir. Le téléphone sonna à nouveau, connecté au système de la voiture. La voix de Sienne Valois remplit l'habitacle avant que Julien ne puisse l'arrêter. Il reste 20 minutes avant le toast et tout le monde te demande. Ne me fais pas passer un autre anniversaire à expliquer pourquoi tu obéis encore à ta femme. Chloé ferma les yeux. Ce n'était pas la première fois qu'elle entendait cette voix, mais c'était la première fois que Sienne parlait sans prétendre être une simple associée. Julien déconnecta le haut-parleur et répondit à voix basse qu'il s'occupait d'un problème. Sienne demanda si le problème était la femme enceinte, puis laissa échapper un petit rire. Chloé sentit une autre contraction et dut se pencher en avant. « Julien, j'ai besoin d'un hôpital, dit-elle avec difficulté. Je ne te demande pas de rentrer à la maison. Emmène-moi juste aux urgences. » Il raccrocha et frappa le volant de frustration. « Tu savais depuis des semaines à quel point cette nuit était importante pour moi. Tu aurais pu attendre quelques heures avant de commencer ce drame. » Chloé le regarda, incapable de comprendre comment l'homme qu'elle avait épousé pouvait parler d'attendre alors qu'elle pouvait à peine contrôler sa respiration. « Je ne peux pas décider quand le travail commence. » Julien rétorqua qu'il restait encore plusieurs semaines et que le médecin avait dit que tout était stable. Selon lui, une femme en réel danger n'aurait pas la force de discuter. Chloé tâtonna pour prendre son téléphone et ouvrit l'application où elle suivait ses contractions. La dernière avait eu lieu il y a 6 minutes, la précédente, 7. Elle essaya de lui montrer, mais Julien écarta l'écran d'un revers de main. « Je ne suis pas médecin. Quand nous arriverons à la station, j'appellerai quelqu'un. »
Elle lui rappela que le centre médical de Saint-Jude se trouvait à seulement 15 minutes de la prochaine sortie. Il pouvait la déposer et continuer jusqu'à la fête. Julien refusa. S'il faisait le détour, il raterait le toast et Sienne interpréterait son absence comme une humiliation publique. Pour une fois, Chloé, pense à quelqu'un d'autre qu'à toi et à cette grossesse, dit-il. La cruauté de la phrase la fit cesser de supplier pendant quelques secondes. Julien avait rencontré Sienne 2 ans plus tôt, lorsqu'il l'avait engagée pour diriger la communication d'un nouveau projet immobilier. Elle était brillante devant la caméra, savait transformer un projet banal en une histoire exclusive, et possédait une admiration constante que Chloé ne pouvait plus lui offrir. L'épouse avait vu trop de décisions impulsives, de contrats risqués et de gestes arrogants pour applaudir sans question. Sienne, en revanche, célébrait chaque idée et disait que Julien était né pour diriger l'empire du bois. L'affaire commença par des voyages d'affaires, des dîners tardifs et des messages qu'il cachait sous les noms de ses sous-traitants. Chloé découvrit la vérité au 6e mois de sa grossesse lorsqu'elle trouva une photographie de Sienne reposant sa tête sur l'épaule de son mari dans une suite à Miami Beach. Julien ne s'excusa pas. Il dit que le mariage était vide depuis des années et que Chloé utilisait le bébé pour l'empêcher de prendre une décision. Depuis, chaque conversation était devenue une négociation sur la quantité de douleur qu'elle devait endurer pour préserver la tranquillité de l'enfant. La fête de Sienne avait lieu dans une station au bord d'un lac dans le Wisconsin, propriété d'un associé de la famille. Elle avait organisé un salon privé, de la musique live et un dîner pour plusieurs figures de l'industrie immobilière. Julien justifia sa présence comme une opportunité d'affaires. Lorsque Chloé demanda pourquoi elle devait y aller, il répondit qu'Ellie s'attendait à les voir arriver ensemble avant qu'ils n'apparaissent à une réunion ultérieure avec des investisseurs. Le vrai plan était différent. Julien avait l'intention de laisser Chloé se reposer dans une suite loin de l'événement, de se présenter avec Sienne à ses contacts et de prouver que sa femme avait accepté silencieusement le nouvel arrangement. Chloé accepta le voyage car elle ne voulait pas causer un autre scandale familial dans les dernières semaines de sa grossesse. Elle avait préparé un petit sac avec des vêtements, des médicaments et des documents médicaux. Maintenant, ce sac était dans le coffre tandis que son corps lui avertissait qu'elle pourrait ne pas atteindre une chambre d'hôtel. La contraction suivante fut si intense que Chloé laissa échapper un gémissement. Elle sentit une forte pression dans le bas de son abdomen et une humidité inattendue. Elle baissa les yeux vers le siège et réalisa que quelque chose n'allait pas. « Mon eau vient-elle de se rompre ou est-ce que je saigne ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Arrête la voiture. » Julien jeta un coup d'œil au tissu sombre de sa robe et ralentit enfin, mais il ne se dirigea pas vers la sortie de la clinique. Il tira le véhicule sur le bas-côté, activa les feux de détresse et soupira comme si elle était la cause d'un malheur personnel. Chloé pensa qu'il allait enfin appeler une ambulance. Au lieu de cela, il saisit son téléphone, tapa un message rapide et vérifia l'heure. « Je ne peux plus perdre de temps. Appelle un taxi ou le 911. L'hôpital est proche. » Elle crut avoir mal entendu. « Tu vas me laisser ici ?» Julien répondit qu'il ne pouvait pas être responsable de chaque crise qui survenait alors qu'il essayait de vivre sa propre vie. Chloé ouvrit la porte avec difficulté, non pas pour lui obéir, mais parce qu'elle avait besoin d'air et craignait de vomir dans la voiture. Julien sortit également, fit le tour du véhicule et ouvrit le coffre. Il en sortit la petite valise, le sac à main de sa femme et une veste légère. Il les plaça près de la glissière de sécurité métallique. Alors que la pluie s'intensifiait, Chloé s'appuya contre la porte. « Julien, regarde-moi. Je pourrais accoucher en ce moment. » Il évita son regard. « Si tu es vraiment en travail, une ambulance arrivera plus vite que je ne peux t'emmener à l'hôpital. » Elle le supplia d'attendre qu'elle confirme que quelqu'un venait. Julien rétorqua que l'autoroute avait suffisamment de réseau et qu'elle n'était pas une enfant sans défense. Puis il vérifia à nouveau sa montre. Le toast commencerait dans 15 minutes. Sienne menaçait depuis des heures de se montrer avec un autre homme s'il n'arrivait pas à l'heure. Pour Julien, cette possibilité était plus urgente que la femme qui pouvait à peine se tenir debout devant lui. « Je jure que si tu pars maintenant, je ne te demanderai plus jamais rien, » dit Chloé, non pas comme une menace, mais avec la clarté de quelqu'un qui sent une porte se refermer pour toujours.
Julien interpréta ces mots comme une autre tentative de manipulation. Tu dis à chaque fois que tu veux que je choisisse entre toi et ma vie. Il l'aida à s'asseoir sur la valise, mais le geste était dépourvu de tendresse. Il plaça le téléphone dans sa main, vérifia que l'écran avait du signal et lui dit d'appeler le 911. Chloé essaya de composer, mais ses doigts tremblaient. Julien marchait déjà vers le siège du conducteur. Elle prononça son nom une dernière fois. Il s'arrêta sans se retourner et dit qu'il enverrait quelqu'un quand il arriverait à la station. Puis il ferma la porte, éteignit les feux de détresse et réintégra l'autoroute. Les feux rouges de l'arrière s'éloignèrent dans la pluie jusqu'à devenir deux minuscules points. Chloé fut laissée seule avec son ventre durcissant et le bruit des véhicules filant à quelques mètres d'elle. Son premier appel au 911 fut coupé avant qu'elle ne puisse donner sa position exacte. Chloé réessaya, mais le signal disparaissait chaque fois que la pluie s'intensifiait. Elle ouvrit une application de carte et partagea sa position avec 3 contacts, Julien, Éléonore et Arthur Martin, le chauffeur qui travaillait pour Ellie depuis des années. Elle ne savait pas si l'un d'eux verrait l'alerte. Puis elle appela Éléonore. La mère de Julien répondit agacée, avec le bruit d'une réception sociale en arrière-plan. Chloé expliqua qu'elle était sur l'autoroute, que Julien était parti et qu'elle avait de fréquentes contractions. Éléonore fit une pause, puis demanda si son fils l'avait vraiment laissée seule ou si elle était sortie de la voiture pendant une dispute. Chloé répéta qu'elle avait besoin d'aide. Éléonore promit d'appeler Julien et lui conseilla de rester calme. Avant de raccrocher, elle ajouta que le stress pouvait nuire au bébé, comme si la responsabilité de la nuit reposait toujours sur Chloé. Le froid commença à s'infiltrer à travers sa robe mouillée. Chloé enroula la veste autour d'elle et essaya de marcher vers un poteau où elle pensa voir un panneau de sortie, mais une autre contraction la força à s'agenouiller. La douleur était plus longue, plus profonde. Elle sentit un mouvement brusque et aigu du bébé, suivi d'un silence intérieur qui la terrifia. Elle posa les 2 mains sur son ventre et lui chuchota de tenir bon. Elle se souvint de la chambre de bébé qu'elle avait préparée à la maison, des minuscules vêtements pliés dans la commode, et du nom sur lequel Julien et elle ne s'étaient jamais mis d'accord. Il voulait que le garçon s'appelle Élie pour s'assurer la faveur de son grand-père. Chloé préférait Gabriel parce que cela signifiait force et espoir. Ils avaient reporté la décision. Tout comme ils reportaient tout ce qui était important. Sur le bas-côté, sous la pluie, elle promit que le bébé porterait le nom qui représentait sa survie, pas l'ambition de ceux qui le voyaient comme un héritier avant de le voir comme un fils. Pendant ce temps, Julien accélérait vers la station. Il vit l'alerte de localisation, la regarda une seconde et la rejeta. Il se dit que Chloé aurait déjà appelé une ambulance. S'il revenait, cela renforcerait l'idée qu'elle pouvait contrôler tous les aspects de sa vie avec une crise. Sienne rappela, et cette fois, il répondit d'une voix calme, l'assurant qu'il était à moins de 10 minutes. Elle demanda des nouvelles de Chloé. Julien dit qu'elle avait décidé de rester plus près de Chicago parce qu'elle était fatiguée. Il ne mentionna pas l'autoroute, le saignement ou la valise sous la pluie. Sienne célébra la nouvelle et lui dit d'entrer par l'entrée principale pour que tout le monde le voie arriver. Julien ajusta le rétroviseur, lissa ses cheveux et augmenta le volume de la musique. Il devait effacer l'image de Chloé assise près de la glissière de sécurité. Il se convainquit qu'elle exagérissait parce que pendant des mois, elle avait interprété chaque limite comme une attaque contre sa liberté. Arthur Martin était dans le garage du domaine du bois lorsqu'il reçut la position partagée. Au début, il pensa à un message accidentel. Puis il vit que Chloé avait envoyé un court mémo vocal. Les mots étaient à peine audibles au-dessus de la pluie et de sa respiration haletante. « Je suis sur l'autoroute. Julien est parti. Le bébé, s'il vous plaît. » Arthur appela immédiatement, mais elle ne répondit pas. Il essaya de joindre Julien et tomba sur sa messagerie vocale. Puis il appela Éléonore, qui répondit qu'elle s'occupait déjà de la situation et que Chloé avait probablement dramatisé une dispute. Arthur connaissait la jeune femme depuis avant son mariage. Il ne l'avait jamais vue inventer une urgence ou utiliser sa grossesse pour obtenir des privilèges. Sans demander d'autorisation, il prit les clés du SUV de luxe de la famille, activa la navigation avec la position reçue et sortit du garage.
Avant de s'engager sur l'autoroute, il informa le 911 et décrivit l'état d'une femme enceinte abandonnée sur le bas-côté. Chloé perdit la notion du temps. Cela pouvait être 10 minutes ou une demi-heure lorsqu'elle vit une petite voiture s'arrêter à plusieurs mètres devant elle. Une femme d'âge moyen et son mari en sortirent avec des parapluies, alarmés de la trouver par terre. La femme s'agenouilla à côté d'elle, vérifia qu'elle était consciente et rappela le 911. L'homme plaça un triangle réfléchissant plus loin sur la route et utilisa son manteau pour couvrir les jambes de Chloé. Elle essaya d'expliquer que son mari reviendrait, bien qu'elle sût déjà que ce n'était pas vrai. L'inconnu lui prit la main. « Ne pense pas à lui maintenant. Respire avec moi et pense à ton bébé. » Chloé obéit. La voix ferme de la femme la calma plus que toutes les promesses de Julien ces derniers mois. Lorsqu'ils entendirent une sirène lointaine, Chloé sentit un soulagement, mais aussi une autre douleur aiguë accompagnée d'une vague de faiblesse qui brouilla sa vision. Arthur arriva presque en même temps que l'ambulance. Il sauta du SUV et courut vers Chloé, ignorant la pluie. En la voyant pâle et tremblante, il comprit que la situation était bien pire qu'Éléonore ne l'avait suggéré. « Madame Dubois, je suis là. Vous n'êtes pas seule, dit-il en la couvrant de son propre manteau. Les ambulanciers vérifièrent sa tension artérielle, la fréquence de ses contractions et le saignement. L'un d'eux demanda des nouvelles du père. Chloé ne répondit pas. Arthur dit qu'il était en route, bien qu'il ne sût pas s'il mentait pour la protéger ou parce qu'il espérait encore que Julien apparaîtrait. L'équipe décida de la transporter au centre médical de Saint-Jude, le centre obstétrique le plus proche avec une unité néonatale. Arthur ramassa la valise et le sac à main. Avant de monter dans le SUV, il vit par terre un petit bracelet d'hôpital que Chloé avait gardé avec ses documents médicaux. Il le rangea soigneusement, conscient que chaque détail de cette nuit pouvait devenir une preuve. L'ambulance fonça, ses gyrophares clignotants, tandis que les ambulanciers essayaient de trouver les battements cardiaques du fœtus. Pendant plusieurs secondes, il n'y eut que des parasites. Chloé regarda les visages de l'équipe et réalisa qu'ils étaient inquiets. Finalement, un rythme rapide et irrégulier apparut. L'ambulancier expliqua que le bébé était toujours en vie, mais montrait des signes de détresse. Il devait arriver vite. Chloé demanda s'il pouvait survivre en naissant avec si peu de semaines. L'homme répondit que la clinique avait une bonne unité néonatale et que les médecins feraient tout leur possible. Elle ferma les yeux et promit une fois de plus à son enfant qu'elle ne le laisserait plus jamais être abandonné. Elle pensa à Julien levant son verre avec Sienne, à Éléonore lui demandant si elle avait provoqué la dispute, et à Élie parlant du futur héritier comme si la mère n'était qu'un vaisseau le portant. Quelque chose en Chloé changea. S'il sortait vivant de cette nuit, elle n'accepterait plus jamais que d'autres décident de la valeur de leur vie. Au complexe, Julien entra dans la salle de bal principale sous les applaudissements et les flashs des appareils photo. Sienne, dans une robe argentée, le salua, enroula ses bras autour de son cou et l'embrassa devant les invités. Il sourit pour les photographies, bien qu'il ait gardé son téléphone en mode silencieux dans sa poche. Il ne vit pas les appels d'Arthur, du 911 ou de la clinique. Sienne lui tendit une coupe de champagne et annonça que l'invité le plus important était enfin arrivé. Julien porta un toast à un nouveau chapitre et promit que l'année prochaine, il célébrerait sans secret. Quand quelqu'un demanda des nouvelles de Chloé, il répondit que la grossesse l'avait laissé trop fatigué pour assister. Sienne le regarda avec satisfaction. Ce mensonge transforma son abandon en une décision silencieuse de la femme. Julien leva son verre alors que, à des kilomètres de là, l'ambulance fonçait à travers les portes des urgences du centre médical de Saint-Jude. Le personnel médical reçut Chloé sur une civière et la conduisit directement à l'unité obstétrique. Arthur arriva quelques minutes plus tard avec la valise, présenta sa documentation et leur demanda d'informer le docteur Marc Tremblay, dont le nom figurait comme son spécialiste. Une infirmière tenta de contacter Julien, mais les appels furent refusés. Elle composa également le numéro d'Éléonore. Elle répondit qu'elle était loin et demanda s'il était vraiment nécessaire de venir à ce moment-là. Le moniteur montrait de nouvelles irrégularités dans le rythme du bébé. Chloé pouvait à peine garder les yeux ouverts, mais elle s'enquérait de son fils chaque fois que quelqu'un s'approchait.
Lorsque le docteur Marc Tremblay arriva en tenue de ville sous sa blouse blanche et se pencha sur Chloé alors que 2 infirmières préparaient une intraveineuse et qu'une autre ajustait les capteurs sur son abdomen, il n'essaya pas d'adoucir la gravité de la situation. Nous devons intervenir tout de suite. Si nous retardons la chirurgie, il pourrait être trop tard pour vous et le bébé. Chloé essaya de demander combien de temps ils avaient, mais une contraction lui coupa la gorge. Marc répondit franchement. Le décollement placentaire pouvait progresser en quelques minutes, et le rythme cardiaque du bébé montrait déjà des baisses préoccupantes. Il devait effectuer une césarienne d'urgence. Chloé regarda instinctivement vers la porte comme si elle espérait voir apparaître un Julien repentant et trempé par la pluie. Elle ne vit qu'Arthur debout près de la vitre, tenant son sac à main et la petite valise. Le chauffeur leva une main pour lui faire savoir qu'elle n'était pas seule. Une infirmière apporta les formulaires de consentement. Chloé essaya de tenir le stylo, mais ses doigts n'obéirent pas. « Si vous devez choisir, murmura-t-elle, sauvez mon fils en premier. » Marc maintint son regard. « Nous allons nous battre pour vous deux. » Arthur demanda à utiliser le téléphone du bureau car le sien ne cessait de vibrer avec des appels du domaine du bois. Éléonore voulait savoir si la situation était vraiment assez grave pour interrompre une réception privée. Il répondit que Chloé allait être opérée et que le bébé pouvait mourir. Il y eut un bref silence à l'autre bout. Puis Éléonore demanda où était Julien. Arthur dit qu'il ne savait pas, bien qu'il connût la position du complexe où Sienne célébrait son anniversaire. La mère du jeune homme parla avec irritation, comme si admettre cette possibilité était plus offensant que l'abandon lui-même. Ne tirez pas de conclusion sans avoir entendu mon fils. Arthur regarda les portes qui venaient de se refermer derrière la civière. Madame, j'ai trouvé Chloé sur le bas-côté de l'autoroute. Votre fils n'était pas là. Éléonore répondit qu'elle appellerait Julien personnellement et demanda que personne n'informe Élie pour éviter un scandale inutile. Dans la salle de bal du complexe, la musique monta d'un cran alors que Sienne s'approchait du gâteau. Les invités levèrent leur téléphone tandis que Julien se tenait derrière elle, les bras autour de sa taille. Des bougies argentées et une petite couronne de sucre avec les initiales de la maîtresse scintillaient sur le glaçage. Sienne demanda le silence et annonça que cet anniversaire marquait le début d'un nouveau chapitre sans mensonge ni attente. Julien sentit une vibration dans sa poche, mais ne regarda pas l'écran. Il craignait que ce soit un autre message de Chloé qui ruinerait le moment qu'il planifiait depuis des semaines. Quand vint le moment de couper la première part, Sienne lui prit la main et la guida sur le couteau. Les applaudissements étouffèrent un autre appel entrant. Julien sourit pour les caméras et embrassa la joue de la femme. À des kilomètres de là, sa femme était transportée sur une table d'opération tandis qu'une équipe médicale luttait pour empêcher l'héritier de la famille de mourir avant sa naissance. L'anesthésiste expliqua chaque étape à Chloé alors qu'il nettoyait son abdomen et plaçait le champ chirurgical. Elle tremblait, incertaine si c'était à cause du froid, de la perte de sang ou de la peur. Le cliquetis des instruments semblait anormalement aigu. Marc demanda une dernière vérification des battements cardiaques du fœtus. Le rythme chuta, puis se rétablit avec difficulté. « Nous commençons maintenant », ordonna-t-il. Chloé ferma les yeux. Elle pensa au premier coup de pied du bébé un après-midi où elle était seule dans la cuisine. Elle pensa à la façon dont elle avait placé la main de Julien sur son ventre et qu'il l'avait retiré pour répondre à un email. Elle se souvint aussi de l'échographie où elle avait entendu le battement de cœur pour la première fois. Le son avait rempli la pièce et elle avait pleuré sans honte. Maintenant, elle cherchait ce même rythme au milieu des voix des médecins. « Tiens bon, Gabriel », murmura-t-elle, utilisant pour la première fois le nom qu'elle avait choisi en secret. « Maman est là. » Marc fit l'incision alors que la tension artérielle de Chloé commençait à chuter. Une infirmière annonça la chute et l'anesthésiste administra des médicaments. Le décollement était plus étendu que les premières échographies ne l'avaient montré. Le placenta s'était détaché sur une grande surface et le bébé perdait de l'oxygène. Le médecin pressa l'équipe néonatale d'être plus rapide. Chloé entendit des termes qu'elle ne comprenait pas, des chiffres qui diminuaient et des ordres donnés avec une urgence contrôlée. Elle voulait demander si son fils était encore en vie, mais elle pouvait à peine bouger ses lèvres. Une vague de vertige l'envahit.
Juste avant de perdre complètement connaissance, elle entendit Mark dire qu'il pouvait voir le bébé. Puis vint un terrible silence. Il n'y eut pas de cri immédiat. L'équipe néonatale reçut le petit bébé pâle qui ne réagissait pas. Tandis qu'une partie de l'équipe chirurgicale travaillait sur Chloé, une autre commença à réanimer le nouveau-né sous une lampe blanche. Arthur était encore dans le couloir lorsqu'une infirmière sortit pour demander plus d'informations de contact. Le chauffeur fournit les documents et expliqua qu'Élie Dubois devait être informée si Julien restait injoignable. La femme nota le numéro, mais avant d'appeler, elle demanda pourquoi le père n'était pas là. Arthur ressentit une honte par procuration. Pendant 30 ans, il avait servi la famille Dubois et protégé des secrets qu'il considérait comme faisant partie de son travail. Mais rester silencieux sur cette nuit serait protéger l'homme qui avait abandonné une femme enceinte. Monsieur Dubois l'a laissé sur l'autoroute pour assister à une fête, dit-il. Je suis finalement arrivé après avoir reçu sa localisation. L'infirmière cessa d'écrire et le regarda incrédule. Arthur ajouta qu'il y avait un enregistrement vocal et que le système du SUV familial pouvait conserver les données de trajet. Il ne cherchait pas la vengeance, seulement craignait que si Chloé ne survivait pas, quelqu'un essaie de tordre la vérité en une version plus commode. Au complexe, Éléonore réussit à joindre Julien après 3 tentatives. Il s'éloigna de la musique et répondit avec agacement. Sa mère demanda où était Chloé. Julien dit qu'elle avait appelé à l'aide et était sûrement en route vers une clinique maintenant. La voix d'Éléonore s'éleva. Elle est en chirurgie. Elle pourrait perdre le bébé. Pendant un instant, il ne répondit pas. Il regarda à travers la salle de bal sienne, entourée d'invités, puis vers la sortie. Il demanda si la situation était confirmée ou si Chloé avait convaincu les médecins d'exagérer. Éléonore le maudit à voix basse et lui ordonna de quitter le complexe. Julien dit qu'il partirait après le toast principal parce qu'il ne pouvait pas simplement disparaître devant des partenaires importants sans explication. Sa mère répondit que si Élie le découvrait avant qu'il n'arrive, aucune explication ne le sauverait. Julien raccrocha, mais au lieu de partir, il retourna vers Sienne et demanda 5 minutes de plus. À l'intérieur du bloc opératoire, l'équipe néonatale continuait à stimuler le nouveau-né. Un médecin plaça un minuscule masque sur son visage et appela à la ventilation. Les secondes s'étirèrent. Mark ne pouvait pas quitter Chloé, dont le saignement s'aggravait. Il ordonna des médicaments, une compression et une transfusion immédiate. L'anesthésiste signala que sa pression était toujours instable. Puis, de la table néonatale, vint un son faible, à peine un gémissement. Une infirmière annonça que le bébé avait commencé à respirer avec assistance. Son pouls était présent, mais il avait besoin d'un transfert urgent en soins intensifs. Mark leur permit d'amener le bébé au visage de Chloé pendant quelques secondes avant de l'emporter. Elle était semi-consciente mais ouvrit les yeux lorsqu'elle sentit une présence chaleureuse près de sa joue. Elle vit un minuscule visage entouré de tubes et une main incroyablement petite. Elle ne put pas le toucher. « Gabriel » murmura-t-elle. L'infirmière répéta le nom pour l'enregistrer et promit qu'ils feraient tout leur possible pour le maintenir en vie. L'infirmière d'admission appela Élie Dubois en utilisant le numéro qu'Arthur avait fourni. Le vieil homme terminait une réunion à sa résidence lorsqu'il apprit la nouvelle. Au début, il pensa que c'était une erreur car Julien lui avait assuré ce matin qu'il accompagnerait Chloé pendant tout le voyage. Il demanda l'état de l'enfant. L'infirmière expliqua qu'il était né prématurément et qu'il était stabilisé dans l'unité néonatale. Chloé était toujours en chirurgie pour une hémorragie grave. Élie demanda à parler à son petit-fils, mais la clinique n'avait aucun contact avec lui. Arthur prit le téléphone et raconta ce qui s'était passé sans embellissement. Il expliqua la position partagée, l'appel d'urgence, la pluie et le fait de l'avoir trouvé près de l'autoroute. En apprenant que Julien était à la fête d'anniversaire de Sienne, le vieil homme resta silencieux. Puis il ordonna que la voiture familiale soit préparée et dit à Arthur de sauvegarder chaque message et enregistrement lié à cette nuit. Éléonore arriva à la clinique avant Élie. Elle entra habillée pour un dîner formel, un manteau léger sur une robe sombre, le visage tendu par la peur. La première chose qu'elle demanda fut si le bébé était un garçon.
L'infirmière confirma que oui et qu'il était en couveuse. Éléonore expira comme si cette information lui permettait de considérer l'enfant comme un héritier avant un patient. Puis elle demanda des nouvelles de Chloé. Marc était toujours en chirurgie. Arthur s'approcha et lui tendit le sac à main de la jeune femme. Éléonore vit les vêtements mouillés scellés dans un sac médical et comprit qu'aucune version élégante ne pouvait cacher ce qui s'était passé. « L'avez-vous vraiment vu par terre ?» demanda-t-elle. Arthur hocha la tête. Elle saignait et pouvait à peine parler. Madame Dubois a partagé sa position avant de perdre ses forces. Éléonore porta une main à sa bouche, mais son impulsion suivante fut de rappeler Julien pour le prévenir que son grand-père était en route. Sienne accompagna Julien sur une terrasse privée lorsqu'elle remarqua qu'il avait cessé de sourire. Elle demanda si Chloé était vraiment en travail. Il répondit qu'une complication était survenue et qu'il devrait peut-être partir. Sienne croisa les bras. « Si tu pars maintenant, tout le monde comprendra qu'elle peut toujours t'appeler et te faire courir. » Julien expliqua que l'enfant pouvait être en danger. La maîtresse rétorqua que la famille avait des médecins, des chauffeurs et des ressources suffisantes. Il n'avait pas besoin de lui pour tenir une porte à l'hôpital. Puis elle lui rappela l'annonce qu'ils allaient faire, un voyage à Paris ensemble, et son intégration dans un nouveau projet familial. Julien hésita. Sienne rapprocha son visage du sien et dit que c'était la dernière fois qu'elle accepterait d'être traitée comme une option secondaire. Il regarda à nouveau son téléphone. Il avait manqué des appels de la clinique, d'Arthur, de sa mère, et maintenant d'Élie. L'écran s'éteignit dans sa main sans qu'il ne réponde à aucun d'entre eux. L'opération de Chloé dura plus d'1 heure. L'équipe réussit à contrôler l'hémorragie, bien que cela nécessitât plusieurs unités de sang. Marc confirma qu'il n'aurait pas besoin de retirer son utérus, une possibilité qui avait inquiété le personnel pendant les minutes les plus critiques. Lorsque sa tension se stabilisa, elle fut transférée en salle de réveil sous surveillance intensive. Elle resta faible, sous sédatif, et ignorait si son fils avait survécu aux premières épreuves. Le bébé fut placé dans une couveuse connectée à un ventilateur et des moniteurs. Il pesait un peu plus de 2 kg et montrait des signes de privation d'oxygène, mais répondait au traitement. Le néonatologiste expliqua à Éléonore que les premières 24 heures seraient décisives. Elle demanda si elle pouvait le voir. Avant d'autoriser l'entrée, le médecin demanda qui prendrait les décisions si la mère ne se réveillait pas. Éléonore affirma que la famille Dubois assumerait toutes les responsabilités. Arthur intervint respectueusement. Chloé avait laissé des directives médicales et était toujours la mère avec tous ses droits. La voiture d'Élie Dubois arriva à la clinique peu après 2 heures du matin. 2 véhicules de sécurité l'accompagnaient, mais le vieil homme ordonna à tout le monde de rester dehors, sauf son assistant. Il ne voulait pas transformer l'hôpital en spectacle. Il marcha rapidement, s'appuyant sur une canne qu'il utilisait rarement en public. Éléonore l'attendait dans le hall. Elle tenta de parler la première, mais il demanda directement des nouvelles de Chloé et de l'enfant. Elle répondit que les 2 étaient encore en vie. Élie ferma les yeux un instant. Puis il demanda où était Julien. Éléonore dit qu'il était en route, bien qu'elle n'ait aucune confirmation. Le vieil homme regarda Arthur, qui n'eut pas besoin de dire un mot. L'absence de son petit-fils était trop évidente. Élie demanda à voir le médecin responsable et à ce que tous les dossiers cliniques soient conservés. Il ordonna également que personne dans la famille ne parle à la presse ni n'annonce la naissance avant qu'il ne sache exactement ce qui s'était passé. Marc sortit de la zone chirurgicale, toujours dans ses blouses tachées, la fatigue marquée sur son visage. Élie se présenta et demanda si le bébé survivrait. Le médecin répondit qu'il y avait une chance raisonnable, mais qu'il ne pouvait garantir qu'il n'y aurait pas d'effet à long terme ni exclure de nouvelles complications. Puis il expliqua que Chloé était arrivée avec un décollement placentaire avancé, une perte de sang et une détresse fœtale. 5 ou 10 minutes de plus auraient pu changer l'issue. Le vieil homme demanda qui avait pris la décision d'opérer. « C'est elle », répondit Marc. Elle a signé le consentement et nous a demandé de sauver l'enfant si nous ne pouvions pas les sauver tous les 2. Élie serra sa canne. Il s'attendait à trouver Julien organisant les médecins,
signant des documents et protégeant l'héritier qu'il mentionnait si souvent. Au lieu de cela, il découvrit que la femme que la famille traitait de fragile était celle qui avait pris la seule décision importante de la nuit, même en le faisant seul. Arthur raconta alors tout ce qu'il savait. Il montra la position partagée, le mémo vocal et l'heure à laquelle il avait quitté le domaine. Il expliqua qu'il avait trouvé Chloé accompagnée d'un couple inconnu à côté de la valise que Julien avait laissée sur le bas-côté. Il montra également une photographie prise par l'un des ambulanciers pour documenter le lieu du sauvetage. Elle montrait l'autoroute mouillée, la glissière de sécurité métallique et les affaires de Chloé couvertes d'une bâche en plastique d'urgence. En raison des circonstances de son abandon, les travailleurs sociaux de l'hôpital avaient déjà informé les autorités locales en raison de la mise en danger imprudente d'une femme enceinte. Ellie dut déployer discrètement la meilleure équipe juridique de la famille pour gérer les enquêtes policières, en gardant l'affaire hors de la presse, tandis que Chloé se concentrait sur son rétablissement plutôt que de porter des accusations criminelles immédiates. Ellie étudia l'image pendant plusieurs secondes. Il demanda s'il y avait une chance qu'elle soit sortie de la voiture volontairement. Arthur secoua la tête. Chloé pouvait à peine marcher quand ils l'ont trouvée. De plus, le mémo vocal indiquait clairement que Julien était parti. Le vieil homme ordonna de vérifier le système de navigation et la caméra de la voiture de son petit-fils. Arthur confirma que les deux stockaient les itinéraires et l'audio intérieur pendant les longs trajets pour des raisons de sécurité. Éléonore tenta de minimiser la gravité, disant « Julien a probablement pensé qu'une ambulance arriverait rapidement. » Ellie se tourna vers sa fille avec un regard qui la fit taire. On ne laisse pas une femme enceinte seule sur une autoroute, même s'il y a 10 ambulances à une minute, encore moins quand elle porte votre propre enfant. Éléonore répondit qu'il devait encore entendre sa version de l'histoire. Le vieil homme acquiesça, mais ajouta qu'aucune version ne changerait l'absence de Julien à la clinique. Il demanda qui avait accompagné Chloé lors de l'admission. Marc désigna Arthur. Ellie regarda le chauffeur comme s'il le voyait pour la première fois. L'homme que la famille traitait comme faisant partie du personnel avait répondu à un appel que le mari avait ignoré. Le couple inconnu qui s'était arrêté sous la pluie avait montré plus d'humanité que l'héritier élevé pour diriger un empire. Le néonatologiste autorisa Ellie à entrer dans l'unité de soins intensifs pendant quelques minutes. Le vieil homme se lava les mains, enfila une blouse stérile et se dirigea vers la couveuse. À l'intérieur, Gabriel semblait trop petit pour toutes les attentes que la famille avait placées en lui. Un tube aidait ses poumons et plusieurs fils traversaient sa poitrine. Ellie posa 2 doigts sur la vitre sans la toucher. Pendant des mois, il avait parlé du futur héritier, de la continuité du nom de famille et des plans d'affaires qu'il hériterait un jour. Devant ce corps fragile, tous ces mots semblaient obscènes. L'enfant n'était pas une garantie dynastique, mais une vie qui avait failli prendre fin sur une autoroute parce que son père préférait une fête. Le néonatologiste expliqua que la décision rapide de Chloé avait rendu l'intervention possible. Ellie comprit alors qui avait vraiment protégé l'avenir de la famille Dubois. Dans la salle de réveil, Chloé ouvrit les yeux pendant quelques secondes. La lumière était faible et son corps lourd. Elle tenta de bouger ses mains vers son ventre mais un vide qui lui causa une panique. Une infirmière vint immédiatement à ses côtés. « Votre fils est en vie. Il est dans l'unité néonatale. » Chloé voulut demander s'il respirait, s'il avait pleuré, s'il était seul. L'infirmière répondit qu'il recevait de l'aide, qu'il était fort et que le médecin lui parlerait quand elle pourrait rester éveillée. Chloé demanda des nouvelles de Julien. La femme hésita avant de dire qu'il n'était pas encore arrivé. Une larme coula le long de la tempe de Chloé, bien qu'elle n'exprimât aucune surprise. Elle ferma les yeux et demanda à voir Gabriel dès que possible. Elle n'attendait plus que son mari apparaisse et sauve quoi que ce soit. Elle et son enfant avaient traversé le moment le plus dangereux, accompagnés d'étrangers, de médecins et d'un chauffeur, mais pas par l'homme qui avait promis de les protéger. Julien quitta finalement le complexe une fois le dernier toast terminé. Sienne insista pour l'accompagner, mais il préféra y aller seul pour éviter que sa famille n'interprète sa présence comme une provocation. Avant de monter dans la voiture, il vit les photos de la fête postées par plusieurs invités. Sur toutes, il souriait à côté de Sienne au moment exact où Chloé entrait en chirurgie. Les supprimer maintenant serait inutile.
Il conduisit vers la clinique sans appeler personne. Pendant le trajet, il répéta des explications. Chloé avait exagéré les symptômes. Il pensait que de l'aide était en route. Il ne pouvait pas savoir que le placenta s'était rompu. Chaque argument semblait raisonnable dans sa tête jusqu'à ce qu'il se souvienne de l'expression de sa femme alors qu'elle le suppliait de la regarder. Pourtant, il s'accrochait à l'idée que l'enfant était en vie. Si le dénouement n'était pas tragique, peut-être que la famille accepterait qu'il avait fait une erreur, pas un acte de cruauté impardonnable. Quand il arriva à la clinique, il vit la voiture d'Ellie à l'entrée et réalisa que la situation lui avait échappé. Il entra, son manteau ouvert, sentant encore le parfum et le champagne. Éléonore le rencontra et le gifla avant qu'il ne puisse parler. Le son résonna dans le hall vide. « Ton fils est né alors que tu coupais un gâteau avec cette femme, dit-elle. Julien regarda autour de lui, inquiet de qui aurait pu voir la scène. Il demanda des nouvelles du bébé. Éléonore répondit qu'il était en vie grâce à une césarienne d'urgence. Puis elle désigna le couloir où Ellie attendait avec Marc et Arthur. Le vieil homme ne s'approcha pas. Il observa simplement le costume impeccable de son petit-fils, les paillettes festives qui collaient encore à ses chaussures, et la marque d'une boisson renversée sur sa manche. Julien essaya d'expliquer qu'il pensait que Chloé pouvait appeler le 911, mais Ellie leva une main et lui ordonna de se taire. Marc parla avant tout membre de la famille. Il expliqua que Chloé était arrivée avec seulement quelques minutes d'avance, qu'elle avait perdu une quantité de sang dangereuse et que le bébé avait eu besoin de réanimation. Il ajouta ensuite que la mère avait pris seule les décisions médicales urgentes et avait demandé de prioriser la vie de l'enfant. Julien demanda s'il pouvait la voir. Le médecin répondit, pas avant qu'elle ne soit stable et n'exprime ses désirs. Ellie regarda vers l'unité néonatale où Gabriel luttait pour sa vie dans une couveuse. Puis il se tourna vers son petit-fils. « Tu es arrivé à temps à l'anniversaire de ta maîtresse, dit-il avec un calme plus dur que n'importe quel cri. Mais tu n'es pas arrivé à la naissance de ton fils. Avant de demander à le voir, réponds à une question. Sais-tu qui a sauvé le futur héritier de cette famille pendant que tu portais un toast à une nouvelle vie avec une autre femme ?» Julien ouvrit la bouche, mais pour la première fois, il ne trouva aucune réponse pour le protéger. Julien se tenait devant son grand-père avec la même expression qu'il utilisait lors de négociations difficiles, un mélange de confiance répétée et de mépris contenu. Il tenta d'expliquer qu'il n'avait pas compris la gravité des symptômes, que Chloé aurait pu appeler à l'aide et qu'il avait prévu de revenir une fois le toast terminé. Ellie ne l'interrompit pas jusqu'à ce qu'il ait fini. Puis il désigna le couloir des soins intensifs où une lumière verte indiquait que Gabriel était toujours sous ventilateur. « Ta femme t'a dit qu'elle saignait. Elle t'a demandé de l'emmener à une clinique à 15 minutes. Tu as choisi de la laisser sur une autoroute et de continuer vers une fête. Ce n'était pas un malentendu médical. C'était une décision. » Julien chercha le soutien d'Éléonore, mais sa mère détourna le regard. La gifle qu'elle lui avait donnée n'était pas seulement née de la peur pour l'enfant, mais de la honte d'avoir essayé de minimiser les appels de Chloé. Marc demanda à tout le monde de baisser la voix car Chloé avait besoin de repos. Il réitéra les faits avec une précision clinique. Le placenta s'était séparé prématurément. L'hémorragie compromettait la circulation de la mère, et l'enfant souffrait d'un manque d'oxygène qui pouvait encore avoir des conséquences. La rapidité de l'intervention les avait sauvés, mais ils ne pouvaient promettre un rétablissement complet. Julien demanda si le stress que Chloé avait causé pendant la dispute aurait pu déclencher la complication. Marc le regarda avec une dureté qu'il montrait rarement aux familles. Le décollement placentaire peut avoir diverses causes. Ce que je peux confirmer, c'est que l'abandon a retardé l'attention médicale et augmenté le risque. Elle n'a pas causé l'urgence en se disputant avec vous. L'urgence se produisait déjà lorsqu'elle a demandé de l'aide. Ellie posa les deux mains sur sa canne. Écoute bien, Julien. Le docteur ne parle pas d'une dispute conjugale. Il parle de minutes qui auraient pu coûter 2 vies. Arthur tendit à Ellie le téléphone où il avait enregistré le mémo vocal de Chloé. Le vieil homme joua l'audio. La respiration haletante de la jeune femme remplit le hall. Je suis sur l'autoroute. Julien est parti. Le bébé, s'il vous plaît.
Il n'y avait pas de reproches, de menaces ou d'insultes, seulement de la peur. Julien affirma que l'enregistrement ne prouvait pas qu'il l'avait forcé à sortir de la voiture. Arthur répondit que le système de sécurité du véhicule enregistrait le trajet et des fragments audio intérieurs lorsque la voiture était en mouvement. Ellie ordonna que la voiture soit saisie et que personne n'accède à ces données sans la présence d'un technicien indépendant. Il demanda également que les images de vidéosurveillance de l'autoroute, du complexe et de la clinique soient conservées. Julien protesta, « Vous me traitez comme un criminel. » Le grand-père secoua lentement la tête. « Je vous traite comme un homme qui essaie encore d'altérer une histoire pendant que son fils se bat pour respirer. » Éléonore tenta de conduire Julien dans une pièce privée pour empêcher le personnel d'entendre. Ellie s'y opposa. Il ne voulait pas l'humilier publiquement, mais il ne permettrait pas à la famille de cacher à nouveau le comportement de son petit-fils derrière une porte close. Pendant des années, chaque erreur de Julien avait été expliquée comme une pression commerciale, la jeunesse ou un excès de responsabilité. Éléonore payait pour les silences, réparait les conséquences et demandait à tout le monde de la patience. Chloé avait été la dernière personne absorbée par ce système. Quand elle se plaignait des absences ou des humiliations, on lui disait qu'un homme destiné à diriger la famille avait besoin de liberté. Maintenant, cette liberté avait pris fin sur le bas-côté d'une autoroute. « N'appelez plus ça une erreur, » dit Ellie. Une erreur arrive quand quelqu'un n'est pas conscient du danger. Il l'a entendu, il l'a vu, et il a décidé que l'anniversaire de Sienne était plus important. Éléonore pressa ses lèvres l'une contre l'autre, incapable de nier une phrase qu'elle avait entendue trop de fois de Chloé. Julien demanda quand il pourrait voir l'enfant. Le néonatologiste répondit que seules les personnes autorisées par la mère ou par le protocole médical seraient autorisées à entrer. Puisque Chloé était encore sous sédatif et qu'il était répertorié comme le père, il pouvait permettre une brève visite tant qu'il restait calme. Ellie décida de l'accompagner. Devant la couveuse, Julien perdit pour la première fois son attitude arrogante. Gabriel semblait si petit que sa propre main pouvait couvrir la majeure partie du côté du bébé. Le respirateur émettait un sifflement rythmique et chaque chiffre sur le moniteur semblait être une menace. Julien demanda si l'enfant pouvait l'entendre. Le médecin dit qu'il pourrait reconnaître les voix, mais le plus important était d'éviter une stimulation inutile. Il approcha sa main de la vitre sans la toucher. Pendant quelques secondes, il sembla saisir l'ampleur de ce qui s'était passé. Cependant, quand Ellie mentionna Chloé, Julien redevint sur la défensive. « Je ne savais pas qu'elle allait si mal, » répondit le grand-père. « Tu ne voulais pas le savoir. » Au complexe, la fête se poursuivit avec moins d'énergie après le départ de Julien. Sienne essaya de maintenir une image de normalité, mais plusieurs invités avaient vu les appels et la dispute sur la terrasse. Quelqu'un demanda si Chloé était en travail. Elle répondit que la femme avait une fausse alerte et que Julien reviendrait bientôt. Quelques minutes plus tard, elle reçut un SMS de sa part. « Le bébé est né. Il est dans un état critique. Ne viens pas. » Sienne lut la phrase plusieurs fois. Elle ne ressentit pas une compassion immédiate, mais de la peur. Elle avait construit sa position sur la certitude que Julien contrôlait sa famille. Si l'enfant mourait ou était blessé de façon permanente, tout le monde se souviendrait qu'il était avec elle pendant l'urgence. Elle s'approcha de l'organisateur de l'événement et demanda que certaines photos soient retirées des réseaux sociaux. C'était trop tard. Plusieurs vidéos montraient le toast, le baiser et l'heure exacte. La même nuit où Gabriel luttait pour sa vie, Sienne souriait à côté de son père devant des dizaines de témoins. Arthur reçut l'autorisation de faire inspecter le véhicule par un technicien de la société de sécurité. Ellie insista pour que Julien et son avocat soient présents afin d'éviter les accusations de falsification. La voiture était toujours garée sur le parking de la clinique, humide de la pluie. Le système avait conservé l'itinéraire, la vitesse, les appels connectés et les fragments audio activés par une fonction de protection automatique. Lorsque l'enregistrement fut diffusé, tout le monde entendit la voix de Chloé demandant d'aller à Saint-Jude. Ils entendirent également Julien l'accuser d'utiliser sa grossesse pour ruiner l'anniversaire de Sienne. Puis vint la phrase la plus accablante. « Appelle un taxi ou le 911. Tu n'es pas une enfant sans défense. »
Le technicien mit l'audio en pause. Éléonore se couvrit la bouche de la main. Julien affirma que la conversation était incomplète et que Chloé avait précédemment exagéré. Élie ordonna de continuer. La dernière voix enregistrée était la sienne. Si tu pars, je ne te demanderai plus jamais rien. L'itinéraire numérique confirma que Julien avait conduit directement de l'endroit où il avait laissé Chloé jusqu'au complexe. Il n'y avait pas eu de détour vers une station-service pour appeler à l'aide, ni aucun appel au 911 depuis son téléphone. Au lieu de cela, il avait passé 2 appels à Sienne et reçu un message avec l'emplacement de la salle de bal. Le technicien expliqua que les feux de détresse avaient été actifs pendant moins de 4 minutes. Puis la voiture avait réintégré l'autoroute et accéléré. Julien tenta d'arguer qu'il avait vérifié le signal du téléphone de Chloé et avait fait confiance à l'arrivée d'une ambulance. Élie demanda pourquoi il n'avait pas appelé lui-même. Il n'y eut aucune réponse. Arthur montra le journal de son propre appel au 911 effectué 2 minutes après le départ de Julien. Pendant ce temps, Chloé était seule jusqu'à ce qu'un couple s'arrête. Chaque minute enregistrée réduisait la défense de Julien face à une vérité trop précise. Élie ordonna à son assistant de localiser le couple qui avait trouvé Chloé. Il ne cherchait pas à utiliser leur témoignage contre Julien à la hâte, mais à savoir exactement dans quel état elle se trouvait avant l'arrivée des ambulanciers. La femme nommée Sarah accepta de parler au téléphone. Elle dit que Chloé était agenouillée près de la glissière de sécurité, trempée, désorientée et qu'elle avait du sang sur ses vêtements. Elle pouvait à peine tenir son téléphone. Sarah demanda des nouvelles du mari et Chloé répondit qu'il était parti pour une fête. L'inconnu resta avec elle, lui tint la main et l'aida à respirer. Élie la remercia pour son intervention et proposa de couvrir toutes les dépenses. Sarah refusa l'argent. Nous nous sommes arrêtés parce que c'est ce que toute personne devrait faire. La phrase tomba comme une condamnation silencieuse. Un couple inconnu avait rempli une obligation humaine fondamentale que Julien, avec toutes ses ressources, avait choisi d'ignorer. Chloé se réveilla de nouveau à l'aube. Cette fois, elle put garder les yeux ouverts et comprendre où elle se trouvait. Marc s'assit à côté d'elle et expliqua que l'opération s'était bien passée, bien qu'elle aurait besoin d'une surveillance pour la perte de sang. Gabriel était stable, mais toujours dans un état grave. Chloé demanda si elle pouvait le voir. Le médecin promit de l'y emmener dès que ses signes vitaux le permettraient. Puis il l'informa qu'Élie, Éléonore et Julien étaient à la clinique. Le nom de son mari n'apporta aucun soulagement. « À quelle heure est-il arrivé ?» Marc répondit honnêtement. « Après la naissance. » Chloé ferma les yeux et respira lentement. Elle ne voulait pas savoir quelle excuse il avait donnée. Elle demanda qui avait été avec elle pendant l'admission. Quand Marc mentionna Arthur, Sarah et l'équipe médicale, une larme coula sur son visage. « Il ne me devait rien, dit-elle. » Lui, oui. Marc n'essaya pas de la consoler avec des platitudes. Il lui rappela qu'elle pouvait maintenant décider qui entrait dans sa chambre. L'infirmière informa la famille que Chloé était consciente, mais ne souhaitait pas encore recevoir de visiteurs. Julien se leva immédiatement, déclarant qu'en tant que son mari, il avait le droit de la voir. Marc expliqua qu'un lien légal ne primait pas sur la volonté d'une patiente compétente. Si Chloé refusait son entrée, il devait le respecter. Julien réagit avec indignation. Elle est confuse à cause des médicaments. Élie demanda, était-elle aussi confuse quand elle vous a supplié de l'emmener à l'hôpital ? Éléonore appela au calme et suggéra d'attendre quelques heures. Le jeune homme arpentait le couloir, convaincu que tout le monde utilisait l'accident pour le priver de son autorité. Il était passé d'héritier principal à l'unique membre de la famille interdit d'accès à la chambre de sa femme. La perte de contrôle le peinait presque autant que la peur pour son enfant. Il ne comprenait pas encore que cette exclusion n'était pas une manœuvre. Mais la première conséquence directe d'une décision qu'il avait prise sans penser à personne d'autre. Sienne apparut à la clinique vers 9 heures. Elle avait troqué la robe argentée pour une tenue moulante couleur vin et des lunettes de soleil sombre, mais elle portait toujours le maquillage de la veille. Elle apportait des fleurs et un sac avec des vêtements pour Julien. À la réception, elle demanda à le voir et se présenta comme sa partenaire.
L'employé vérifia la liste des visiteurs et appela la sécurité lorsqu'elle tenta de s'avancer vers la zone privée. Ellie entendit le tumulte et sortit dans le hall. Sienne retira ses lunettes et adopta une expression compatissante. « Je suis venue soutenir Julien. Je sais que nous sommes tous inquiets pour l'enfant. » Le vieil homme observa les fleurs, le parfum et le bracelet scintillant de la célébration. « Mon arrière-petit-fils est né pendant que vous portiez un toast avec son père. Ne transformez pas cette clinique en une extension de votre fête. » Sienne rétorqua qu'elle n'avait pas forcé Julien à abandonner qui que ce soit. Ellie acquiesça. Il a pris la décision. Vous avez choisi d'en profiter. Julien apparut avant que Sienne ne puisse être escortée et demanda à lui parler. Ellie permit une brève conversation dans le hall devant tout le monde. Sienne s'approcha de lui, mais Julien garda ses distances. Il lui dit qu'elle n'aurait pas dû venir. Elle répondit qu'elle avait besoin de savoir quelle version la famille raconterait et si les photos de la fête pouvaient leur nuire. Éléonore entendit cette préoccupation et perdit tout ce qu'il lui restait de politesse. « Mon petit-fils est branché à une machine et vous vous inquiétez des photographies. » Sienne tenta de se corriger, assurant qu'elle voulait protéger Julien d'une interprétation injuste. Ellie lui ordonna de quitter la clinique. Avant de partir, la jeune femme regarda Julien, s'attendant à ce qu'il la défende. Il ne le fit pas. Pour la première fois, la relation qu'il avait affichée comme un symbole de liberté devint sous ses yeux la preuve de sa pire décision. Sienne partit humiliée mais non repentante. Elle commença à élaborer une stratégie pour sauver sa réputation avant que la famille Dubois ne l'utilise comme bouc émissaire facile. Plus tard, Ellie demanda à parler seule à Chloé. Elle accepta car elle avait besoin de connaître le statut de Gabriel et les décisions médicales. Le vieil homme entra sans sa canne comme s'il ne voulait pas apparaître comme une figure d'autorité pour une femme fraîchement sortie de chirurgie. Il s'assit près du lit et s'excusa, non seulement pour Julien, mais pour chaque fois que la famille avait traité ses préoccupations comme de la faiblesse. Chloé répondit qu'il s'était toujours enquis du bébé, mais rarement d'elle. Ellie accepta la déclaration sans se défendre. « Tu as raison. J'ai d'abord pensé à l'héritier, puis à la mère. Hier soir, j'ai compris que l'un ne peut exister sans l'autre, et que tu as protégé une vie que nous avions transformée en symbole. » Chloé apprécia la sincérité, mais n'accepta pas une réconciliation immédiate. Elle demanda qu'aucune décision concernant Gabriel ne soit prise sans son consentement. Ellie promit de le respecter, même si cela signifiait affronter sa propre famille. Chloé demanda si Julien avait admis l'avoir quitté volontairement. Ellie expliqua qu'il essayait toujours de justifier ses actions, mais que les enregistrements du véhicule confirmaient chaque détail essentiel. Il proposa de la laisser écouter l'audio ou d'en recevoir une copie. Elle refusa. Elle se souvenait de chaque mot avec trop de clarté. Ce dont elle avait besoin, ce n'était pas de preuves pour elle-même, mais l'assurance que personne ne pourrait plus tard nier ce qui s'était passé. Elle demanda également que les dossiers médicaux, la position partagée et les photos de l'autoroute soient conservés. Ellie hocha la tête. Chloé le surprit en ajoutant qu'elle ne voulait pas utiliser la situation pour priver Julien de ses droits parentaux sans une évaluation légale. « Je ne veux pas devenir ce qu'il m'a fait, mais je ne lui permettrai pas non plus de décider à nouveau de notre fils, comme si je n'existais pas. » Le vieil homme comprit que la femme faible qu'ils avaient imaginée avait disparu sur ce bas-côté d'autoroute. À sa place se trouvait une mère prête à fixer des limites, même contre le nom le plus puissant de Chicago. Quand Chloé put être déplacée en fauteuil roulant, Marc l'accompagna à l'unité néonatale. Ellie attendit dehors pour respecter cette première rencontre. L'infirmière ouvrit un hublot latéral de la couveuse et permit à Chloé d'insérer sa main. Les minuscules doigts de Gabriel se refermèrent autour des siens. Elle retint ses larmes pour ne pas perturber sa respiration. « Je suis maman », murmura-t-elle. « Nous sommes arrivés ici ensemble, et nous partirons ensemble. » Le néonatologiste expliqua que le bébé réagissait bien qu'il ait encore besoin d'un soutien respiratoire et de contrôle neurologique. Chloé demanda tout, poids, médicaments, risque des prochaines heures. Elle ne parla pas d'héritage, de nom de famille ou de projets familiaux. Gabriel était simplement son fils. À travers la vitre, Ellie observa la scène et ressentit de la honte,
se rappelant combien de fois il avait discuté de l'avenir commercial de l'enfant avant de se soucier de la sécurité de sa mère. Julien arriva à l'entrée de l'unité et voulut s'approcher. Chloé le vit à travers la vitre. Pendant un instant, ils restèrent tous deux immobiles. Il semblait plus petit que la nuit précédente sans veste, les cheveux en bataille, les yeux fatigués. Il fit un geste, demandant à entrer. Chloé secoua lentement la tête. Elle ne cria pas ni ne désigna la porte. Elle reporta simplement son regard sur Gabriel. Julien tapota doucement sur la vitre, mais Marc lui demanda de s'éloigner. Élie se plaça entre son petit-fils et l'entrée. Elle décidera quand elle pourra vous parler. Julien rétorqua que Chloé le punissait et utilisait l'enfant. Le visage du vieil homme se durcit. Ne confonds pas une limite avec la vengeance. Hier, tu as abandonné une femme qui te suppliait de l'aide. Aujourd'hui, elle a besoin d'être sûre que tu ne peux pas simplement entrer et sortir de sa vie quand ça t'arrange. Pour la première fois, Julien comprit que le pardon ne viendrait pas automatiquement juste parce que le bébé avait survécu. Le rapport préliminaire du véhicule, les appels et les caméras du complexe arrivèrent cet après-midi-là. Les images montraient Julien entrant par l'accès principal au moment exact où Chloé était trouvée sur l'autoroute. Il apparut ensuite embrassant Sienne, coupant le gâteau et portant un toast devant des dizaines de personnes. La chronologie coïncidait avec l'appel au 911 et l'apparition de l'hémorragie enregistrée par les ambulanciers. Élie réunit Éléonore, Julien et 2 conseillers de confiance dans une salle de conférence de la clinique. Il posa les photos sur la table. « Je n'ai pas besoin d'une enquête pour savoir que vous avez abandonné votre femme, dit-il. J'en ai besoin pour vous empêcher d'essayer de convaincre le monde demain que cela n'est jamais arrivé. » Julien accusa son grand-père de détruire sa réputation avant d'entendre toutes les circonstances. Éléonore l'interrompit. Votre réputation n'a pas été détruite par ces photos. Vous l'avez détruite quand vous avez souri pour elle. Élie annonça qu'en attendant une évaluation plus approfondie, Julien était retiré de toutes les décisions familiales liées à Chloé, Gabriel et la fondation médicale de la famille. Il suspendit également sa participation à une réunion où il devait être présenté comme le futur président du groupe. Ce n'était pas une expulsion permanente, mais c'était un avertissement. Julien se leva, furieux. Vous ne pouvez pas changer une succession d'entreprises pour un problème conjugal. Le vieil homme désigna la couveuse. Un homme qui abandonne son fils avant sa naissance n'est pas prêt à hériter de la responsabilité de milliers de familles. Julien répondit que Gabriel était son fils et que personne ne pouvait l'utiliser pour juger sa capacité professionnelle. Élie secoua la tête. Je ne vous juge pas pour une dispute avec votre femme. Je vous juge parce que vous avez choisi une fête alors que 2 personnes dépendaient de vous. L'autorité ne consiste pas à avoir le pouvoir de partir. Il s'agit de savoir quand il faut rester. À la fin de la journée, Élie retourna à l'unité néonatale et observa Chloé avec Gabriel. L'enfant s'était légèrement amélioré et les médecins réduisaient progressivement son soutien respiratoire. Julien restait au fond du couloir sans permission de s'approcher. Le vieil homme se souvint de la question qu'il avait posée auparavant et décida d'y répondre devant lui. La personne qui a sauvé le futur héritier de cette famille était sa mère, dit-il. Elle l'a sauvé en demandant de l'aide, en endurant seule, et en autorisant une opération pendant que son mari célébrait avec une autre femme. Puis il regarda Julien. Pensais-tu que ton nom de famille te rendait propriétaire de son avenir ? La nuit dernière, elle a prouvé qu'un héritier n'appartient pas à celui qui le revendique, mais à celui qui est prêt à le protéger. Chloé ne sourit pas. Elle embrassa ses doigts et les posa sur la couveuse. En dehors de cette pièce, la position de Julien commença à s'effondrer. À l'intérieur, une mère et son fils commençaient une vie dans laquelle ils n'auraient plus d'autorité non méritée. Le lendemain matin, l'état de Gabriel montra une légère mais constante amélioration. Le néonatologiste réduisit une partie de son soutien respiratoire et permit à Chloé de passer plus de temps près de la couveuse. Elle était encore faible à cause de l'hémorragie et avait besoin d'aide pour se déplacer, mais elle refusait de rester au lit pendant que son fils luttait à quelques mètres d'elle. Éléonore la regardait du couloir avec un mélange de respect et de culpabilité. Pendant des mois,
elle avait décrit Chloé comme une femme fragile, trop sensible pour supporter les exigences de la famille Dubois. Pourtant, cette même femme avait survécu à une chirurgie d'urgence, pris des décisions médicales sans soutien, et s'informait maintenant de chaque médicament avec une sérénité que personne n'attendait. Julien n'était toujours pas autorisé à s'approcher. Il arpentait le couloir de bout en bout, convaincu que le temps finirait par contraindre Chloé à le voir, comme cela avait été le cas après d'autres humiliations. Cette fois, le silence de sa femme ne signifiait pas la résignation. Élie convoqua une réunion de famille dans une salle privée de la clinique. Éléonore, Julien, Marc, Arthur et 2 conseillers juridiques du groupe Dubois étaient présents. Le vieil homme demanda que l'enregistrement complet de la voiture soit diffusé. L'audio commença avec la voix de Chloé décrivant la douleur et demandant une clinique. Puis vint Julien l'accusant de manipulation, refusant le détour et lui ordonnant de sortir du véhicule. Chaque mot remplit la pièce d'une clarté insupportable. Julien interrompit plusieurs fois pour expliquer que l'audio ne captait pas leur précédente dispute conjugale. Élie ordonna de continuer. Quand vint la phrase où Chloé jura qu'elle ne lui demanderait plus jamais rien s'il partait, Éléonore ferma les yeux. Arthur resta immobile. Marc regarda Julien avec une expression professionnelle mais plus neutre. L'enregistrement ne montrait aucune confusion ou manque d'information. Il montrait un homme qui comprenait le danger et décidait qu'il ne valait pas la peine de modifier ses plans. Julien insista qu'il n'avait jamais cru que Chloé pourrait souffrir d'un décollement placentaire. Il argua qu'elle avait ressenti de l'inconfort pendant des semaines et que les médecins n'avaient jamais averti d'une complication imminente. Marc répondit qu'il n'était pas nécessaire de connaître le diagnostic exact pour reconnaître une urgence. Le saignement, la douleur intense, les contractions fréquentes et la difficulté à se tenir debout étaient des signes suffisants pour chercher une attention immédiate. « Vous n'êtes pas tenu d'être médecin, dit-il. Vous êtes tenu de ne pas abandonner une femme enceinte qui demande de l'aide. » Julien accusa le médecin de parler après coup. Marc secoua la tête. Tout professionnel aurait recommandé d'aller aux urgences après le premier symptôme. Élie demanda si le délai aurait pu aggraver la situation. Le médecin confirma que oui. Il ne pouvait pas calculer les dommages causés par chaque minute, mais le bébé était arrivé en détresse fœtale sévère et Chloé avec une dangereuse perte de sang. La décision de Julien avait ajouté un risque à une situation déjà critique. Éléonore tenta de défendre son fils une dernière fois. Elle dit que Julien avait toujours été soumis à une énorme pression, que Sienne le manipulait, et que peut-être il avait agi impulsivement cette nuit-là parce qu'il se sentait piégé. Élie la regarda avec lassitude. Sienne ne conduisait pas la voiture. Sienne n'a pas ouvert le coffre ni laissé la valise sur l'autoroute. Vous pouvez la mépriser, mais ne vous servez pas de son ambition pour effacer la responsabilité de votre fils. Éléonore baissa le regard. Pendant des années, elle avait protégé Julien, craignant que tout échec ne l'éloigne de la succession familiale. Elle-même avait écarté les plaintes de Chloé comme des caprices, justifié ses absences et exhorté à la patience lorsque les premières rumeurs de l'affaire avaient fait surface. Maintenant, elle comprenait que chaque excuse avait appris à son fils que quelqu'un serait toujours là pour réparer ce qu'il cassait. La nuit de la naissance, cette habitude avait failli coûter la vie à son petit-fils. Élie annonça que la réunion ne déciderait pas d'une punition finale, mais établirait des mesures immédiates. Julien serait suspendu de toutes les fonctions exécutives liées à la fondation médicale et au conseil d'investissement familial. Ses pouvoirs de représentation seraient révisés, et il ne pourrait pas utiliser les ressources du groupe pour protéger son image publique. De plus, la famille chargerait une évaluation indépendante de son aptitude à assumer de futures responsabilités. Julien se leva, indigné. « Vous mélangez mon mariage et les affaires. » Le vieil homme répondit que la façon dont un homme utilise le pouvoir chez lui révèle comment il l'utilisera sur des milliers d'employés. Je ne vous écarte pas pour être infidèle. Je vous écarte parce que vous avez ignoré une vie qui dépendait de vous, avez menti ensuite, et cherché toujours quelqu'un d'autre à blâmer. Julien affirma que l'entreprise ne pouvait être laissée entre les mains de personnes qui réagissaient émotionnellement. Élie désigna la couveuse de l'autre côté de la vitre. La seule personne qui a agi avec une clarté émotionnelle est la femme que vous avez laissée sous la pluie.
Quand Chloé reçut la nouvelle de la suspension, elle ne montra aucune satisfaction. Elle demanda seulement si les décisions commerciales pouvaient affecter les soins médicaux de Gabriel. Ellie l'assura que les frais cliniques, la rééducation et tout traitement futur étaient garantis par un fonds distinct. Elle répondit qu'elle ne voulait pas transformer la maladie de son fils en un outil pour détruire Julien. Le vieil homme expliqua que la mesure n'était pas une vengeance à sa demande. La famille avait besoin de savoir si Julien pouvait diriger un domaine qui exigeait responsabilité et jugement. Chloé accepta l'explication, mais demanda que toutes les décisions concernant son fils lui soient communiquées directement, et non à Éléonore ou à son grand-père. Elle demanda également une chambre privée où elle pourrait se rétablir sans visiteurs inattendus. Ellie ordonna que les deux demandes soient satisfaites. Pour la première fois depuis son mariage, une condition exprimée par Chloé fut traitée non pas comme une provocation, mais comme un droit. Julien demanda à lui parler par lettre. L'infirmière lui remit l'enveloppe, mais Chloé ne l'ouvrit pas immédiatement. Elle la laissa sur une table à côté des rapports de Gabriel et continua à interroger le néonatologiste sur la respiration de l'enfant. Quelques heures plus tard, lorsqu'elle fut seule, elle lut les premières lignes. Julien prétendait être désolé, bien que la majeure partie du texte expliquât pourquoi il avait agi ainsi. Il parlait de la pression de Sienne, de la tension conjugale, de la peur de paraître faible devant les investisseurs, et de la certitude qu'une ambulance viendrait. Chloé réalisa que même dans une excuse, il restait au centre. Il ne mentionnait pas le froid de l'autoroute, la peur du bébé, ou le moment où elle seule avait fait face à une potentielle sentence de mort. Il termina la lettre en promettant de devenir le père que Gabriel méritait. Chloé plia le papier et demanda à l'infirmière de le rendre. Elle n'était pas encore prête à décider si ces mots contenaient du remords ou juste la peur de tout perdre. Sienne engagea un conseiller en images et commença à appeler les invités de la fête. Elle leur demanda de supprimer les photos, d'éviter de commenter Julien, et de présenter l'événement comme une réunion d'affaires. Certains acceptèrent, d'autres avaient déjà partagé des vidéos qu'il était impossible de retirer. Dans l'une d'elles, Julien levait son verre et promettait que l'année prochaine, il vivrait sans secret. L'horodatage coïncidait avec l'admission de Chloé en chirurgie. Quand Sienne vit un montage circuler parmi les contacts de l'industrie, elle réalisa que leur liaison pouvait ruiner la carrière qu'elle espérait construire. Elle appela Julien et exigea une stratégie commune. Il répondit qu'il ne pouvait pas s'occuper de sa réputation pendant que son fils était en soins intensifs. Sienne lui rappela que c'était lui qui lui avait demandé d'organiser la fête et d'être vue. La maîtresse éprouva pour la première fois le même sentiment que Chloé avait enduré pendant des années. Quand il avait besoin de se protéger, chaque promesse pouvait disparaître sans explication. Cet après-midi-là, Sienne tenta de revenir à la clinique par une entrée latérale. Elle portait des vêtements discrets et un sac de documents qu'elle prétendait que Julien devait signer. La sécurité l'arrêta avant qu'elle n'atteigne l'ascenseur. Ellie fut informée et demanda qu'elle soit escortée au hall. Là, il l'informa qu'elle n'était pas autorisée à s'approcher de Chloé, du bébé ou des zones privées de la famille. Sienne répondit qu'elle n'essayait de provoquer personne, seulement de soutenir l'homme qu'elle aimait. Le vieil homme demanda pourquoi son soutien avait consisté à exiger qu'il reste à une fête après avoir appris l'urgence. Elle nia comprendre la gravité. Ellie rétorqua que Julien avait mentionné que l'enfant pouvait être en danger, et pourtant elle avait insisté pour le toast. Le visage de Sienne se durcit. « Je ne suis pas responsable des décisions de votre petit-fils. » Il hocha la tête. « Vous avez raison. Mais vous ne recevrez pas de privilèges pour en avoir bénéficié non plus. » Julien fut témoin de l'expulsion de Sienne et courut après elle jusqu'à la sortie. La maîtresse l'accusa de laisser sa famille la traiter comme une intruse après qu'il lui ait promis une vie ensemble. Il plaida pour la patience, expliquant qu'il ne pouvait pas affronter Ellie tant que sa succession était en jeu. Sienne comprit que la priorité de Julien n'était ni Gabriel ni Chloé, mais de récupérer son pouvoir perdu. « Tu m'as dit que tu quitterais ce mariage après la naissance », lui rappela-t-elle. « Maintenant, tu agis comme si j'avais causé tout ça. » Julien le nia, mais ne put promettre qu'ils resteraient ensemble. Il devait montrer du remords à sa famille, et tout lien public avec elle compliquerait cette tâche. Sienne laissa échapper un rire amer.
Tu voulais que j'attende dans l'ombre jusqu'à ce que ce soit pratique de me montrer. Maintenant, tu veux me cacher à nouveau pour paraître un bon mari. Elle partit sans un au revoir, emportant avec elle la certitude qu'elle aurait été la future Madame Dubois. L'état de Gabriel permit à Chloé d'avoir son premier contact peau à peau. Les infirmières installèrent le bébé sur sa poitrine, toujours entouré de fils et d'une petite canule. Chloé tint son corps avec une délicatesse presque immobile. La respiration de Gabriel était rapide, mais elle se calma légèrement au son de la voix de sa mère. Elle lui parla de la chambre d'enfant qu'elle avait préparée, de la fenêtre d'où il regarderait les arbres, et du nom qu'elle avait choisi pendant cette nuit terrible. Éléonore regardait de l'extérieur et pleura silencieusement. Elle avait insisté pour le nommer Élie afin de renforcer sa place dans la famille. En apprenant que Chloé l'avait enregistré comme Gabriel Mercier-Dubois, elle ressentit d'abord une pointe de déception. Puis elle se souvint que sa mère était celle qui le tenait quand personne d'autre n'était là. Elle s'approcha de Chloé et dit que le nom était magnifique. Cette simple phrase fut la première fois qu'Éléonore accepta une décision de sa belle-fille sans essayer de la corriger. Élie entra plus tard, demandant la permission avant de s'approcher. Chloé hocha la tête. Le vieil homme regarda Gabriel sur la poitrine de sa mère et annonça que la famille respecterait son choix de nom de famille sur l'acte de naissance. Il proposa également de les installer dans la propriété principale lorsqu'ils seraient sortis de l'hôpital. Chloé refusa. Elle n'avait aucune envie de retourner dans une maison où chaque pièce était liée à Julien et où Éléonore pouvait intervenir dans chaque décision. Elle préféra s'installer temporairement dans un appartement indépendant appartenant à sa défunte mère, même si cela nécessitait des adaptations médicales. Élie accepta sans discussion et proposa du personnel médical, de la sécurité et des transports. Chloé posa une condition. Elle choisirait qui entrerait dans la maison. Julien ne pourrait pas se présenter sans permission. Le grand-père promit de l'honorer. Éléonore parut surprise mais ne protesta pas. Tout le monde commençait à comprendre qu'aider Chloé ne signifiait plus décider pour elle, mais lui rendre le contrôle qu'ils avaient ignoré trop longtemps. Julien attendit le soir pour demander une visite de 5 minutes. Marc demanda à Chloé et elle accepta de le voir, mais pas seule. Le médecin resta à proximité et une infirmière surveilla ses signes vitaux. Julien entra lentement sans costume ni téléphone, le visage épuisé. Il regarda le berceau vide et demanda si Gabriel était stable. Chloé dit oui. Il commença à s'excuser, mais elle l'arrêta. Je ne veux pas d'autre explication sur la fête. Je veux une réponse simple. Quand tu m'as vu saigner, as-tu pensé que je pouvais être en danger? Julien mit trop de temps à répondre. Finalement, il admit que oui, bien qu'il pensait que ce n'était pas si grave. Chloé hocha la tête. Alors tu ne m'as pas abandonné par ignorance. Tu m'as abandonné parce que tu as décidé que le risque était acceptable. Il dit qu'il ne se pardonnerait jamais. Elle répondit que cette décision lui appartenait seule. Le pardon de Chloé n'était plus une obligation conjugale. Julien demanda à voir Gabriel. Chloé expliqua que l'enfant avait besoin de stabilité et que les visites seraient organisées selon les conseils médicaux. Il ressentit à nouveau le coup de ne pas pouvoir agir comme un père simplement en se déclarant tel. « C'est mon fils, dit-il. » Chloé garda sa voix basse. « Il était aussi ton fils quand tu m'as laissé sur l'autoroute. » La phrase le força à détourner le regard. Il promit de prouver qu'il pouvait changer et demanda s'il y avait encore une chance pour leur mariage. Chloé répondit qu'elle ne prendrait pas de décision finale pendant sa convalescence. Mais elle savait une chose avec certitude. Elle ne vivrait plus jamais sous le même toit, ni ne permettrait que sa sécurité dépende de sa parole. Julien tenta d'approcher du lit. L'infirmière fit un pas en avant et il s'arrêta. Chloé vit alors à quel point la dynamique avait changé. Avant, ses limites étaient négociées jusqu'à disparaître. Maintenant, il y avait des gens prêts à les faire respecter. Le lendemain, le conseil de famille se réunit par vidéoconférence. Élie présenta les enregistrements de cette nuit, le rapport médical et la suspension temporaire de Julien. Certains membres estimèrent qu'un scandale domestique ne devait pas modifier la ligne de succession.
D'autres craignaient que les photos du complexe ne nuisent à l'ensemble du groupe. Le vieil homme refusa de transformer la discussion en une stratégie de relations publiques. Nous n'évaluons pas si la presse lui pardonnera, dit-il. Nous évaluons s'il peut assumer la responsabilité après avoir abandonné sa femme et menti à ce sujet. Julien intervint, accusant Élie d'utiliser la tragédie pour le remplacer. Le grand-père répondit qu'aucun successeur n'avait été nommé. Il retirait simplement une confiance qui n'était plus justifiée. Il annonça également que Chloé serait intégrée comme représentante légale de Gabriel dans toute structure patrimoniale destinée à l'enfant. Aucune décision concernant son avenir ne pourrait être prise sans la signature de sa mère. La nouvelle provoqua une réaction immédiate de Julien. Il argua que donner de l'influence à Chloé était une récompense émotionnelle et une façon de l'écarter. Élie expliqua qu'elle ne recevrait pas le contrôle du groupe, mais une protection sur les droits de son fils. De plus, la nuit de la naissance avait prouvé qu'il avait agi dans le meilleur intérêt de Gabriel. Éléonore, surprenant tout le monde, soutint la mesure. Pendant des mois, nous avons traité Chloé comme si elle ne portait que l'héritier. Maintenant, nous devons reconnaître qu'elle est sa mère et celle qui lui a sauvé la vie. Julien regarda sa mère avec incrédulité. Elle ajouta qu'elle l'aimait, mais qu'elle avait protégé trop d'erreurs. Si elle continuait à le faire, il ne changerait jamais. La réunion se termina avec la confirmation de la suspension et une période d'examen de 6 mois. Julien se déconnecta sans dire au revoir. Il avait temporairement perdu son contrôle corporatif, l'accès libre à sa femme et le droit de définir l'avenir de son fils sans son avis. Lorsque Gabriel eut 4 jours, la ventilation invasive fut retirée. L'enfant respirait avec une assistance minimale et ouvrait les yeux par de brefs moments. Chloé restait à ses côtés quand Élie reçut le rapport final sur le trajet en voiture. La documentation confirmait chaque minute. L'arrêt, le déchargement des bagages, le départ, l'arrivée à la station, et l'absence de tout appel de détresse de la part de Julien. Le vieil homme remit une copie à Chloé. Elle la rangea sans la lire. Elle n'avait pas besoin de reconstituer la nuit. Elle était gravée dans son corps, mais elle était reconnaissante d'avoir des preuves pour Gabriel. Un jour, son fils pourrait demander pourquoi ses parents s'étaient séparés ou pourquoi sa mère avait fixé certaines limites. Chloé ne voulait pas l'élever contre Julien, mais elle ne construirait pas non plus un mensonge pour le protéger. La vérité devait être exprimée avec soin, pas une course pour préserver le prestige d'une famille. Éléonore s'approcha du chevet de Chloé en fin d'après-midi et s'excusa. Elle admit qu'elle avait reçu l'appel cette nuit-là, avait douté de sa parole, et avait d'abord pensé à éviter un scandale. Elle reconnut également que pendant la grossesse, elle avait priorisé le nom de famille, le sexe du bébé et la succession au détriment de la santé de sa belle-fille. Chloé écouta sans interrompre. Éléonore demanda si elle pourrait un jour lui pardonner. « Je ne sais pas », répondit-elle. « Mais vous pouvez commencer par respecter mes décisions sans essayer de les diriger. » La femme plus âgée hocha la tête. Elle promit de ne pas entrer dans la nouvelle maison sans y être invitée, de ne pas parler au nom de Gabriel, et de ne pas insister pour une réconciliation. Chloé apprécia la promesse, bien qu'elle sût que seul le temps dirait si elle se traduirait en actes. Le remords était important, mais après Julien, elle ne confondait plus les mots avec le changement. Élie réunit la famille dans le couloir de l'unité néonatale avant de partir cette nuit-là. Julien était présent, mais restait à l'écart de la porte. Le vieil homme parla sans élever la voix. Il déclara qu'à partir de ce moment, Chloé serait reconnue comme la représentante principale de Gabriel au sein de la famille Dubois. Aucun conseiller, parent ou administrateur ne prendrait de décision médicale, financière ou publique liée à l'enfant sans son consentement. Il confirma également que la sécurité de la mère et de l'enfant aurait la priorité sur toute apparition familiale. Julien demanda si cela signifiait qu'il n'était plus le père. Élie secoua la tête. Cela signifie qu'être père n'est pas un titre que l'on peut exiger quand cela vous arrange. Vous devrez le prouver par votre présence, votre responsabilité et votre respect. Puis il regarda vers la couveuse. La femme que vous avez abandonnée a sauvé ce que vous pensiez avoir assuré par la naissance. Ni votre nom ni votre argent n'ont protégé Gabriel. Sa mère l'a fait.
Chloé entendit la déclaration de l'intérieur tandis qu'elle tenait la petite main de son fils. Elle ne ressentait aucun triomphe, aucune reconnaissance ne pouvait ramener la nuit sous la pluie ou effacer la peur de la salle d'opération. Pourtant, quelque chose en elle s'apaisa. Pendant des années, elle avait demandé la permission d'occuper une place dans la famille en tant qu'épouse, belle-fille, future mère. Maintenant, elle comprenait qu'elle n'avait pas besoin d'être acceptée pour avoir de la dignité. Les doigts de Gabriel se resserrèrent autour des siens et Chloé pencha la tête jusqu'à ce que son front touche la vitre. En dehors de l'unité, Julien écouta son grand-père suspendre son autorité et placer la femme qu'il avait méprisée au centre de chaque décision. L'autoroute où il l'avait abandonnée n'était pas la fin de Chloé. C'était le point exact où elle cessa d'attendre que quelqu'un reconnaisse sa valeur et commença à la protéger elle-même. Gabriel passa 12 jours dans l'unité néonatale avant de pouvoir respirer seul. Chaque petite amélioration transforma la routine de Chloé. Un matin, il toléra plus de lait, le lendemain, il maintenait mieux sa température, et le jour d'après, il réussit à dormir sur la poitrine de sa mère pendant plusieurs minutes. Elle marchait encore lentement à cause de l'opération, mais ne manquait jamais un examen. Élie couvrit les frais médicaux grâce à un fonds familial distinct et ordonna que personne n'utilise cette assistance pour imposer des conditions. Chloé accepta l'aide car elle appartenait à Gabriel, non pas parce qu'elle souhaitait retourner dans la famille comme si rien ne s'était passé. Éléonore respecta la règle de demander la permission avant d'entrer et commença à rendre visite à l'enfant sans parler de sa succession. Julien, en revanche, ne pouvait le voir que pendant les heures prévues sous surveillance médicale et sans approcher Chloé si elle ne l'autorisait pas. Chaque limite lui rappelait que la paternité n'effaçait pas ce qu'il avait fait cette nuit-là. Lorsque Gabriel fut autorisé à sortir de l'hôpital, Chloé ne retourna pas au domicile conjugal. Elle emménagea dans l'ancienne résidence de sa défunte mère, un appartement spacieux et lumineux dans un quartier tranquille de Chicago. Élie paya les adaptations nécessaires pour le bébé prématuré, mais le bail était au nom de Chloé, et elle choisit personnellement l'infirmière néonatale. Elle n'autorisa aucun gardien de sécurité à l'intérieur de la maison, ni aucun personnel envoyé par Éléonore sans demande préalable. Julien arriva le premier jour avec des fleurs, des cadeaux et un berceau coûteux. Chloé n'accepta que les couches et les médicaments figurant sur la liste du pédiatre. « Gabriel n'a pas besoin que tu achètes une scène parfaite, lui dit-elle, tenant le bébé. Il a besoin que tu respectes les horaires, les instructions et les décisions que tu ne prendras pas toujours. » Julien affirma qu'il voulait aider, mais fut irrité de découvrir qu'il ne pouvait pas simplement passer à tout moment. Il confondait encore la proximité avec un droit acquis et le remords avec une clé qui pouvait ouvrir toutes les portes. La famille engagea un médiateur pour établir un accord de visite temporaire. Chloé ne demanda pas à séparer Gabriel de son père, mais elle exigea que chaque rencontre se déroule dans des conditions sûres et sans la présence de sienne. Julien dut suivre un programme de responsabilité parentale, suivre une thérapie individuelle et accepter que les premières visites soient supervisées. Il considéra la mesure humiliante. Son avocat le prévint que les enregistrements de la voiture, le mémo vocal et les rapports médicaux pouvaient justifier des restrictions beaucoup plus strictes si Chloé les demandait. Elle ne cherchait pas à le punir, mais à empêcher qu'une promesse émotionnelle ne remplace des garanties concrètes. Julien finit par signer. Lors de la première visite, il tint Gabriel avec une maladresse qu'il ne put cacher. Le bébé ouvrit les yeux et enroula une main autour de son doigt. Julien pleura silencieusement. Chloé regardait d'une autre pièce. Elle ressentit de la compassion pour ce moment, mais ne confondait plus les larmes d'un père avec les excuses d'un mari. Élie maintint la suspension corporative de son petit-fils. L'examen interne révéla que Julien avait pris d'autres décisions impulsives, bien qu'aucune n'ait été aussi grave que l'abandon de Chloé. Il avait utilisé des voitures familiales pour des rencontres privées, présenté des voyages avec Sienne comme des engagements professionnels, et fait pression sur des employés pour protéger sa liaison. Le conseil d'administration décida de le priver de représentation publique pour le groupe pendant 1 an et de distribuer ses fonctions entre 2 cadres. De plus, il perdit le droit automatique d'être proposé comme futur président. Julien continuerait à travailler, mais il devrait rendre des comptes à des superviseurs et démontrer des résultats sans recourir à son nom de famille. Quand il reçut la résolution,
il accusa Élie de détruire son avenir à cause d'une seule nuit. Le vieil homme répondit que la nuit n'avait pas créé son caractère. Elle l'avait simplement révélé. « Je ne vous punis pas d'être arrivé en retard à l'hôpital, dit-il. Je vous écarte parce que vous avez vu le danger, avez choisi de partir, puis avez essayé de le minimiser pour protéger votre position. » Sienne découvrit les conséquences quelques jours plus tard. Le projet international où elle espérait obtenir un poste fut annulé et plusieurs contacts cessèrent de lui répondre. Julien évitait d'être vu avec elle car toute photographie pouvait nuire à l'évaluation de sa famille. Elle le confronta dans un appartement qu'il avait loué pour leur rendez-vous. Elle lui rappela qu'il avait promis de quitter Chloé, de voyager ensemble et de la présenter comme sa partenaire officielle. Julien répondit qu'il avait besoin de temps pour regagner la confiance de sa famille. Sienne comprit que ces promesses n'existaient que tant qu'elles n'exigeaient aucun sacrifice réel. « Tu as abandonné ta femme pour venir à ma fête, mais maintenant tu veux m'abandonner pour récupérer ton héritage, dit-elle. Il affirma que les situations n'étaient pas comparables. Elle laissa échapper un rire amer. Elles étaient exactement les mêmes. Quand deux personnes dépendaient de lui, Julien choisissait l'option qui protégeait le mieux sa propre image. Sienne mit fin à la relation cet après-midi-là, non par remords, mais parce qu'elle ne voyait plus en lui le pouvoir qu'il avait attiré. Avant de quitter Chicago, Sienne accorda une interview à un magazine numérique. Elle avait l'intention de raconter sa version de l'histoire et de se présenter comme une autre victime des mensonges de Julien. Son conseiller juridique l'a convainquie de ne pas publier de détails médicaux ni d'attaquer Chloé car elle pourrait faire face à des poursuites judiciaires et nuire à sa réputation. Elle publia finalement une brève déclaration reconnaissant son implication dans une relation avec un homme marié et regrettant tout le mal causé. Elle ne mentionna pas l'autoroute ou la fête. Chloé lut le texte une fois et ferma la page. Elle n'avait pas besoin d'une confession publique pour valider ce qu'elle avait vécu. Élie évita également d'utiliser Sienne comme seule coupable. Il ordonna aux conseillers familiaux de ne pas propager des versions où Julien apparaissait comme manipulé par une maîtresse ambitieuse. Elle faisait partie des dommages, dit-il. Mais mon petit-fils a pris chaque décision librement. Transformer une femme en explication de tout serait une autre façon de le protéger. Éléonore commença à rendre visite à Chloé une fois par semaine. Au début, elle apportait trop de cadeaux et offrait des conseils non sollicités. Progressivement, elle apprit à s'asseoir, à poser des questions et à écouter. Un après-midi, elle confessa qu'elle avait reçu le premier appel de Chloé et avait choisi de croire qu'elle exagérissait parce qu'accepter la vérité aurait signifié affronter son fils. « Je t'ai manqué avant même que l'ambulance n'arrive, » admit-elle. « J'aurais pu envoyer une voiture, appeler ton grand-père, ou y aller moi-même. J'ai choisi de protéger l'image de Julien. » Chloé répondit que l'omission ne disparaîtrait jamais, mais qu'elle pourrait devenir une raison d'agir différemment à l'avenir. Elle ne promit pas une relation étroite ou de l'appeler maman. Elle lui permit cependant de tenir Gabriel pendant qu'elle préparait un biberon. Éléonore comprit que le geste n'était pas un pardon complet. C'était une opportunité limitée accordée sous des conditions qu'elle devait respecter si elle voulait faire partie de la vie de l'enfant. Julien tenta de reconquérir Chloé par des lettres, une thérapie de couple et des promesses de changement. Elle accepta une seule séance commune, non pas pour sauver le mariage, mais pour clore des questions qui la hantaient encore. Devant le thérapeute, Julien admit qu'il avait ressenti de la peur en voyant le sang, mais aussi de la colère parce que l'urgence menaçait l'avenir qu'il envisageait avec Sienne. Il avoua qu'il avait besoin d'aller à la fête pour prouver qu'il pouvait choisir sa propre vie sans obéir à sa femme ou à sa famille. Chloé écouta avec un calme douloureux. « Tu n'as pas choisi ta vie, » répondit-elle. « Tu as choisi de risquer la nôtre pour te sentir libre pendant quelques heures. » Il demanda une autre chance, affirmant que l'expérience l'avait transformé. Chloé demanda s'il serait revenu volontairement si Élie n'était pas intervenue. Julien ne put répondre avec certitude. Ce silence lui apporta la clarté dont elle avait besoin. Un mariage ne pouvait être reconstruit sur un doute aussi fondamental. Chloé demanda le divorce 2 mois après la naissance. Elle ne fit aucune déclaration publique ni ne chercha un arrangement destiné à humilier Julien.
Elle demanda la garde principale de Gabriel pendant sa période de rétablissement médical, un calendrier de visites progressif, une pension alimentaire proportionnelle aux besoins de l'enfant, et une protection contre l'utilisation de son image par la famille. Elle demanda également que Gabriel conserve son nom de famille, Mercier, comme deuxième prénom, et qu'aucune décision éducative ou sanitaire ne puisse être prise sans son consentement. Julien résista au début. Il sentait qu'accepter la garde principale équivalait à admettre qu'il était un mauvais père. Son avocat lui expliqua que refuser pourrait entraîner un procès et la divulgation publique de toutes les preuves. Il finit par signer un accord. Chloé ne ressentit aucun triomphe en recevant la copie. Elle ressentit un soulagement pour la première fois. La sécurité de son fils dépendait désormais d'un document clair, et non de l'espoir que Julien se souvienne de ses obligations à temps. Le divorce causa de nouvelles tensions au sein de la famille Dubois. Certains parents estimaient que Chloé devait pardonner pour protéger la stabilité de Gabriel et éviter un scandale de succession. Élie réunit tout le monde au domaine et leur interdit de la faire pression. L'unité familiale n'est pas maintenue en forçant la personne blessée à retourner vers celui qui l'a mise en danger. Il déclara, « Chloé n'a pas détruit ce mariage en demandant le divorce. Julien l'a brisé quand il a laissé sa femme enceinte sur une autoroute. » Éléonore soutint publiquement le vieil homme, même si cela signifiait admettre son propre échec en tant que mère. Elle annonça également que tout membre de la famille qui tenterait de discréditer Chloé perdrait l'accès à Gabriel. La fermeté surprit Julien. Toute sa vie, sa mère avait réarrangé le monde pour qu'il ne subisse pas les conséquences. Maintenant, c'était elle qui traçait la ligne la plus visible entre son fils et la femme qui l'avait blessé. Lorsque Gabriel eut 3 mois, les médecins confirmèrent qu'il ne présentait aucun dommage neurologique évident. Il aurait besoin de contrôles fréquents, mais il respirait bien, prenait du poids et répondait aux stimuli. Chloé reçut la nouvelle à la même clinique où elle avait failli perdre la vie. Marc lui montra les progrès et lui rappela qu'il devait encore surveiller son développement, mais qu'elle pouvait se permettre de vivre avec moins de peur. Elle serra son enfant dans ses bras et pleura pour la première fois sans retenue. Arthur attendait dehors avec un petit jouet en bois. Il était devenu une présence discrète et constante, non pas comme employé de la famille, mais comme l'homme qui avait répondu quand personne d'autre ne l'avait fait. Chloé demanda à Élie de reconnaître officiellement son intervention. Le vieil homme accorda à Arthur une pension à vie et un poste honorifique au sein de la fondation familiale. Il n'accepta qu'après s'être assuré que le couple qui avait trouvé Chloé recevait également des remerciements. Sarah et son mari rendirent visite à Chloé un après-midi. Elle leur présenta Gabriel et les remercia de s'être arrêtés sous la pluie. Sarah répondit que n'importe qui aurait fait la même chose. Chloé secoua doucement la tête. Cette nuit-là, elle avait découvert que tout le monde ne le ferait pas. Elle donna au couple une photo du bébé et une lettre expliquant que leur décision de s'arrêter avait changé de vie. Elle n'offrit pas d'argent, sachant qu'il refuserait. Au lieu de cela, elle donna des fonds à un programme d'assistance routière et d'urgence pour les femmes enceintes dans les zones rurales. Élie décida d'élargir le projet par le biais de la fondation médicale. L'histoire de la naissance de Gabriel ne fut jamais publiée, mais ses conséquences commencèrent à protéger d'autres familles. Chloé comprit que la douleur n'avait pas à rester uniquement une blessure privée. Elle pouvait aussi être transformée en une structure qui pourrait empêcher une autre femme d'être laissée seule, en attente d'aide. Julien acheva la thérapie et le programme de responsabilité parentale sans recevoir de privilèges immédiats. Il apprit à préparer des biberons, à reconnaître les difficultés respiratoires et à suivre les directives du pédiatre. Au début, il accomplissait chaque tâche comme s'il s'agissait d'un test pour retrouver sa position. Avec le temps, il commença à comprendre que personne ne le surveillait pour le récompenser. S'occuper de Gabriel était une obligation constante, et non une performance conçue pour convaincre Chloé. Lors d'une visite, le bébé s'endormit sur sa poitrine. Julien demanda s'il pouvait rester quelques minutes de plus. Chloé accepta. Il n'y eut pas de réconciliation dans ce geste, seulement la reconnaissance que Gabriel pouvait bénéficier d'un père qui apprenait à être présent. Quand la visite se termina, Julien ne demanda pas des nouvelles du mariage. Il plaça le bébé dans le berceau, la remercia pour le temps passé et partit. Pour Chloé,
Ce petit signe de respect valait plus que toutes les lettres remplies de promesses. 6 mois plus tard, Ellie organisa une cérémonie privée à la fondation médicale. Il n'annonça pas Gabriel comme héritier ni ne transforma sa naissance en une célébration dynastique. Au lieu de cela, il présenta un nouveau protocole familial. Aucune personne mariée à un membre du groupe ne serait exclue des décisions financières, médicales ou patrimoniales qui affectaient directement leurs enfants. Il établit également un programme de soutien aux mères en situation d'abandon pendant la grossesse. Devant les membres du conseil d'administration, il reconnut que la famille avait traité Chloé comme un lien secondaire jusqu'à ce qu'elle protège ce que tout le monde considérait essentiel. Le nom du bois n'a pas sauvé cet enfant. Il dit qu'il avait été sauvé par une mère, un chauffeur, 2 inconnus et une équipe médicale. Se souvenir de cela est la seule façon pour que notre pouvoir ne se transforme plus jamais en arrogance. Chloé assista avec Gabriel dans ses bras, mais refusa de prendre un siège cérémonial. Elle n'avait pas besoin d'un trône au sein de la famille. Elle avait besoin de règles que personne ne pourrait ignorer. Julien resta écarté de la succession pendant toute l'année. À la fin de l'évaluation, le conseil lui restitua des responsabilités mineures, mais Ellie nomma un leadership collégial et élimina l'idée d'un héritier commercial automatique. Le leadership dépendrait des capacités, de la conduite et de la confiance, et non seulement du sang. Julien reçut la décision avec une résignation qui aurait été impossible des mois auparavant. Il comprit qu'il ne pourrait peut-être jamais récupérer l'avenir qu'il croyait autrefois garanti. Quand il demanda à son grand-père s'il lui ferait à nouveau entièrement confiance un jour, Ellie répondit que la confiance n'était pas un héritage, mais une construction quotidienne. Ton fils a survécu sans toi. N'utilise pas ce miracle pour oublier ce que tu as fait. Utilise-le pour ne plus jamais redevenir cet homme. Julien accepta la sentence sans se défendre. Pour la première fois, le remords n'était pas accompagné d'une demande de pardon. Chloé retourna au domicile conjugal une dernière fois pour récupérer des effets personnels. Elle entra avec son avocat et trouva les pièces presque vides. Dans la chambre, la photo de mariage était restée, la montrant, elle et Julien, souriant à une vie qu'ils ne connaissaient pas encore. Elle la tint quelques secondes et décida de ne pas la prendre, ni de la casser. Elle la laissa dans un tiroir car le passé n'avait pas besoin d'être détruit pour cesser de la gouverner. Elle récupéra les lettres de sa mère, quelques livres et la première échographie de Gabriel. Avant qu'elle ne parte, Julien apparut dans le hall. Il n'essaya pas de l'arrêter. Il s'excusa une fois de plus, cette fois sans expliquer ses motifs ni mentionner ce qu'il avait perdu. Chloé répondit qu'elle espérait qu'un jour il pourrait se pardonner après être devenu une personne différente. Je n'ai plus besoin d'attendre pour le voir, ajouta-t-elle. Puis elle referma la porte derrière elle. Le premier anniversaire de Gabriel fut célébré dans l'appartement de Chloé avec une petite réception. Marc, Arthur, Sarah, son mari, Éléonore et Ellie y assistèrent. Julien arriva seul, offrit un cadeau simple et resta le temps convenu. Il n'y avait pas de photographe, d'investisseur ou de discours sur le futur héritier. Gabriel rit en essayant de toucher la flamme d'une seule bougie, et Chloé l'éloigna avant qu'il ne s'approche trop. Ellie regarda la scène avec émotion. Il se souvint de la nuit où il était arrivé à la clinique, pensant qu'il trouverait son petit-fils protégeant la continuité de la famille. Au lieu de cela, il trouva un enfant dans une couveuse et une mère qui avait survécu sans soutien. Quand il leva son verre, il ne parla ni de lignée ni de pouvoir. Il porta un toast à ceux qui restent quand fuir semble plus facile, et à ceux qui offrent de l'aide sans demander ce qu'ils recevront en retour. Après la célébration, Chloé porta Gabriel à la fenêtre. Chicago s'étendait en dessous dans une lumière claire et froide, si différente de la pluie qui avait accompagné sa naissance. L'enfant posa sa tête sur son épaule, et elle se souvint du bas-côté de l'autoroute, de la valise mouillée et des feux arrière de Julien disparaissant. Pendant des mois, elle pensa que cette image resterait le pire moment de sa vie. Maintenant, elle comprit qu'elle marquait aussi l'instant où elle cessa de justifier l'injustifiable. Elle n'était pas reconnaissante pour l'abandon, ni ne pensait que la souffrance était nécessaire pour devenir forte. Elle reconnut simplement qu'après avoir survécu, elle avait choisi de ne pas retourner dans un endroit où sa vie était considérée comme négociable.
Gabriel grandirait en connaissant son père, mais aussi en apprenant que l'amour ne se mesure pas au nom de famille, aux cadeaux ou aux promesses. Il se mesure à la présence de quelqu'un qui s'arrête quand un autre demande de l'aide. Chloé embrassa le front de son fils et éteignit les lumières de la pièce. Élie partit sachant que l'avenir de la famille ne dépendait pas de contrôler Gabriel, mais de respecter la femme qui le protégeait. Éléonore commença lentement à réparer une relation qu'elle n'aurait jamais dû tenir pour acquise. Julien garda l'opportunité de devenir père, mais perdit à jamais le droit d'exiger que Chloé redevienne sa femme. Sienne continua sa vie loin de Chicago sans la place qu'elle pensait avoir conquise par une célébration. Et Arthur, Sarah et Marc restèrent dans la mémoire de Gabriel comme les personnes qui agirent quand l'homme obligé de le faire choisit de partir. Cette nuit laissa une leçon qu'aucune richesse ne pouvait cacher. Un héritier peut recevoir un nom à la naissance, mais la dignité, la confiance et le droit d'être aimé n'appartiennent qu'à ceux qui sont prêts à protéger.